se battre. Quelle fille voudrait de moi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit... En prison, tout est possible. Trop, c'est trop. Cette semaine, ça a été beaucoup trop. Moi, je suis désolé, l'obésité, je la vis très mal. Je n'en peux plus aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Ce soir, j'ai pas arrêté de me faire draguer. Je veux pas accepter de perdre. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Il y a des moments où... Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. Clément est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Des gestes et des crises incontrôlées lui empoisonnent la vie. Un enfer au quotidien pour ce jeune garçon qui, du haut de ses 14 ans, doit affronter le regard des autres. J'ai envie de leur dire arrêtez de me regarder, j'ai envie de leur dire taisez-vous, vous m'embêtez, parce que les réflexions ça fuse dans tous les coins. Allez, hop! Priscilla a 4 ans et demi. Elle souffre d'une grave insuffisance rénale. 3 jours par semaine, elle est obligée d'être dialysée. Devant l'urgence de la situation, sa maman va lui donner un rein. Nous les avons suivies toutes les deux dans cette bouleversante aventure. On m'a proposé donner un organe à ma fille. J'ai tout de suite dit oui. C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas. La dernière fois que Nadia a vu sa mère, elle était adolescente. Aujourd'hui, à 38 ans, elle se décide à partir à sa recherche. Va-t-elle retrouver sa piste? Sa mère voudra-t-elle la rencontrer? Nadia accepte que nos caméras l'accompagnent dans cette quête émouvante. C'est ouvert. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Y a quelqu'un? Il n'y a pas 2 secondes, c'est hors de question, il n'y a pas de slow, j'ai rendez-vous pour le business, c'est pour le business, c'est tout. Ouais, j'arrive pas en retard pour le business. T'as mis la brosse, hein. Quelle brosse? La petite... Cyril est totalement obsédé par son look. Quand il sort, il doit être impeccable. Ongles manucurés, cheveux lissés, costume parfaitement assorti, rien n'est laissé au hasard. Là, ici, là, tiens, faut que tu le colles là. Et celle-là, attends. Oui, voilà, c'est C'est bien ou pas? Mais oui, c'est parfait. Allez. Un peu Claude François quand même. Bonsoir, merci d'être fidèle à Confessions Intimes. Je vous propose de découvrir des reportages exceptionnels avec notamment le combat d'une jeune maman qui a choisi de faire le don de son rein à sa petite fille âgée de 4 ans et demi en attente de greffe et dialysée depuis sa naissance. Une magnifique leçon de courage et d'amour. Vous suivrez aussi le quotidien d'hommes et de femmes qui ont accepté par choix de nous faire partager leur existence, doutes, peines et joies, donc ce soir encore dans notre émission. À 14 ans, Clément souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie qui le différencie des autres enfants de son âge. Fabienne et Henri, ses parents, apprennent au jour le jour à vivre avec la maladie de leur fils. De son côté, Clément prend considérablement sur lui, il veut être comme tout le monde et ne s'interdit aucune activité. Le jeune garçon sait que bientôt, il vaincra sa maladie. C'est avec beaucoup de courage et de lucidité qu'il a accepté de nous conduire au cœur de sa vie. Catherine Brochard et Sylvain Gignoux nous racontent l'histoire de ce garçon pas comme les autres. Le soleil, là, Ouais, on va être très bien derrière le micro. Merci. Merci. J'ai un syndrome. Ne vous inquiétez pas si je fais des bruits. Je m'inquiète pas. Sur les allergies. Non, une maladie génétique en fait. Et puis, le syndrome Gilles de la Tourette, vous connaissez, non? Non. Des tics, des tocs, de l'hyperactivité aussi. Puis, oui, là on a l'air calme, ça va encore. Oui, parce C'est qu'on la fin vient de la journée, courir là, dans les magasins toute la journée, donc... Donc, j'ai des bruits comme ça qui sortent. Je sais pas pourquoi, mais ça sort quand même. J'ai vachement marre de mon syndrome tous les jours, mais que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, hier, tout le temps marre. J'ai hâte que ça se termine. Je souffre énormément, même pas dehors, moi-même, m'entendre crier à tout bout de champ. C'est dur, alors. J'essaye de me calmer et c'est vachement dur. Je peux vous dire que là, ouais, c'est une grande épreuve, mais bon, je suis née avec ça, je suis habituée. Alors, bon.
Ça m'énerve, quoi. Depuis l'âge de 7 ans, Clément a développé le syndrome de Gilles de la Tourette. Un syndrome qui se traduit par une agressivité vis-à-vis de lui-même, des tics et des troubles obsessionnels compulsifs. À 4 ans, ses parents divorcent. Fabienne, sa maman, ne s'est pas rendu compte tout de suite de la maladie de son fils. Les symptômes sont apparus progressivement, jusqu'au jour où Fabienne surprend Clément en plein rituel. Pour elle, c'est un choc. Et un jour, j'étais à la piscine, je revois cette scène, j'étais dans l'eau, dans le bassin, et je vois Clément au loin qui marchait le long du bassin. Et tout le long du bassin, il a fait des gestes désordonnés, en se tapant dessus, renfermé, et j'ai vu le regard des autres. Alors ça, j'ai vu le regard des autres qui d'un seul coup avaient les yeux fixés sur Clément en se disant « Mais qu'est-ce qu'il a cet enfant ?» Comme moi, je me le disais souvent « Mais qu'est-ce qu'il a ? Où est le problème ?» Et là, je me suis dit « Il y a un problème. » Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'un médecin a réussi à mettre un nom sur le comportement de Clément. Depuis, Fabienne a rencontré un homme, Henri, qui la soutient mais surtout l'aide à faire face à la maladie de son fils. Fabienne se bat pour que Clément vive le plus normalement possible, mais le plus dur aujourd'hui reste d'affronter le regard des autres. Nous sommes samedi après-midi, dans les rues piétonnes de Nantes. Fabienne et Henri en profitent pour faire les boutiques. Une véritable épreuve pour Clément. Je suis toujours gênée, le plus vite possible je sors et après je me soulage. Bon, faut se contenir en plus, alors c'est dur. Dans le magasin, des regards s'attardent sur Clément, ce qui provoque une crise chez l'adolescent. Je voyais qu'il y avait des jeans sympas là. Il est pas mal lui. L'urgence c'est quoi? C'est un sweat ou c'est un pantalon? 31 €. Non, t'as plus besoin d'un sweatshirt. C'est cher ça? C'est cher? Bah oui. Qu'est-ce qui est pas cher? Clément ne parvient plus à se contrôler, le regard des autres devient insupportable. Franchement, pour tout vous dire, j'ai envie de leur dire arrêtez de me regarder, j'ai envie de leur dire taisez-vous, vous m'embêtez, parce que les réflexions ça fuse dans tous les coins. Puis à la fin, j'ai envie de m'isoler. Si c'est pour voir à chaque fois toujours les mêmes personnes, oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il fait ces bruits-là et tout ça. Moi, à la fin, j'en ai marre, je supporte plus rien. C'est désolant, mais des fois, j'ai envie qu'il n'y ait plus personne, que je passe dans la rue, qu'il n'y ait plus personne. Des fois, je masque mon syndrome parce que pour pas embêter les gens ou pour rigoler moi-même, je fais semblant d'éternuer, je fais semblant, quand les gens se retournent, je fais comme si c'était pas moi. Je regarde derrière moi aussi. Et en général, ça marche souvent et c'est marrant. Faut bien prendre mon syndrome sous forme de jeu aussi. À cause de sa maladie, il est difficile pour Clément de se concentrer très longtemps et donc de contrôler ses gestes. Mais lorsqu'il peint, tous ses tics disparaissent. C'est sa façon d'oublier sa maladie. Ça me permet de m'échapper de la réalité. Ça fait du bien en plus. Puis bon, ça permet de me libérer de tout ce qui m'angoisse, tout ce qui m'embête. Ça permet de passer à autre chose, de faire de passer du regard, c'est-à-dire me regarder en faisant des tics, à la peinture, au déstressant en quelque sorte. Le syndrome Gilles de la Tourette se manifeste aussi par des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. C'est sans doute le plus difficile à supporter pour la famille. À table, Clément ne peut ni regarder ni parler à sa mère de face. Il la regarde donc toujours de biais. Une souffrance pour Fabienne. Je reçois ça comme une agression. Vous voyez, j'ai du mal à accepter que c'est un TOC, que c'est un trouble obsessionnel et que ça ne vient pas spécialement de moi. Ça, c'est très dur à accepter. Au départ, on sent comme un rejet de la part de son enfant. Ça me fait mal parce que je vois que le syndrome a repris le dessus et que j'aimerais bien la regarder un peu. Clément a réussi à gérer une partie de ses TOC,
Il y a quelques mois encore, à table, il tournait le dos à sa mère. C'était douloureux au départ pour moi d'accepter ça, d'accepter que son enfant ne veuille plus vous regarder. Quand j'arrivais dans une pièce, il fallait qu'il fasse une virevolte. Ou alors il arrivait vers moi, ça il ne le fait plus, il arrivait vers moi en marche arrière, hein, c'est-à-dire à reculons. Et une fois qu'il me passait, hop, il reprenait sa marche normale. Donc je peux vous dire que tous les jours répétés, à la fin c'est stressant parce que je finissais par lui en vouloir. J'avais l'impression qu'il essayait de me punir de quelque chose. Le soir, Clément profite que sa maman vienne lui souhaiter bonne nuit pour lui parler. Tu veux dormir là ce soir? Oui. Bon, tu fais un petit bisou? Un bisou. Bon bah à demain. Oh. Tu sais, maman, des fois, quand j'ai mes trucs là, mon syndrome, des fois quand je fais, tu sais, des fois tu me dis que t'es un peu vexée, que je te regarde pas. Mais tu sais, c'est pas de ma faute, hein. Je le fais comme ça parce que je suis dans mon syndrome, mais sinon c'est vraiment... sinon je le ferais pas. Il faut pas s'inquiéter. Il y a des choses des fois que je fais ou que je dis et que j'ai pas envie de le faire et de le dire, mais c'est plus fort que moi, je suis obligée. Et ça, c'est mon syndrome. Il faut pas en prendre compte. Voilà. Non. Je le sais, Clément. Ce qui est le plus dur pour moi encore à l'heure actuelle, c'est la souffrance de Clément. Cette souffrance que je perçois souvent et qui me fait beaucoup de mal parce que c'est une souffrance que je voudrais porter à sa place. Quelquefois, je voudrais être là pour lui dire « Attends, je vais te la prendre, la souffrance, je vais te soulager un petit peu et je vais la prendre et tu vas pouvoir vivre un petit peu. » Et ça, c'est quelque chose de très dur que cette souffrance que je ne peux pas lui enlever. Une fois par mois, Clément se rend à l'hôpital de Nantes où il est suivi par un neurologue, un spécialiste du syndrome de Gilles de la Tourette, le professeur Damier. Fabienne et Henri ont fait le choix, avec l'accord de Clément, de ne pas le mettre sous médicaments. Je culpabilise un peu parce que je me dis, est-ce qu'il n'a pas besoin d'aide? Mais bon, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Dans la période actuelle et pour Clément, ne pas utiliser de médicaments, c'est très bien. Hein. Pour d'autres patients, dans d'autres périodes pour Clément, il faut utiliser des médicaments. Pas forcément des médicaments trop forts, mais les médicaments peuvent être utiles. Mais quand vous dites que j'ai pas besoin de médicaments, par exemple, au contraire, moi je suis content que vous dites ça. Mais vous dites ça parce que vous pensez que j'ai assez de courage à affronter mes crises, ou vous pensez que mon syndrome n'est pas assez évolué pour que j'ai des médicaments? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que pour le moment, tel que tu gères ta maladie, c'est bien et ça suffit. Donc il n'y a pas besoin de mettre des médicaments en plus. Et alors quel est le seuil à ne pas dépasser quand on décide de ne pas donner de médicaments? Je crois que ce qui doit guider, c'est, bien sûr, c'est sa gène fonctionnelle propre. Et bon, à son âge, le critère principal, c'est les résultats scolaires. Oui. C'est-à-dire quand on a l'impression que les tics sont à un tel niveau, qu'il y a une baisse dans les résultats scolaires, ou qu'il y a un repli de Clément sur lui-même, qui ne va plus vers ses copains, qui ne peut plus faire les choses qui lui plaisent, c'est que là, on est arrivé à un stade où il faut faire quelque chose. Donc là, ça se passe bien, on voit ses résultats scolaires sont corrects, il est bien intégré dans son école, ça se passe bien dans la famille. On ne va pas s'acharner à essayer de faire disparaître l'éthique et avoir des effets indésirables à ce moment-là. Pour essayer de combattre sa maladie, Clément se lance des défis. Il y a 5 mois, il a fait un pari avec sa voisine, elle doit arrêter de fumer et lui faire disparaître certains de ses tics. Pour l'instant, moi je me débrouille pas mal. Bon, elle a arrêté de fumer. Mais il faut qu'elle tienne quand même, et moi, il faut que j'arrête tout ça. Et c'est assez dur, mais j'y arrive. J'ai réussi à enlever la virevolte, j'ai réussi à enlever le coup de poing dans le menton, et j'ai réussi à enlever je vais essayer d'enlever là, le coup de poing dans le ventre. Bon, c'est que de la baston, mais bon, j'essaie d'arrêter. Malgré son handicap, Clément arrive à poursuivre une scolarité dans un établissement ordinaire. Il est en 4e et n'a jamais redoublé, mais s'il parvient à poursuivre un cursus normal, ce n'est pas sans effort. On avait la taille. En rentrant du collège, Clément doit faire ses devoirs. C'est un moment critique. Sa maladie l'empêche de réciter ses cours à voix haute. Pour bien les mémoriser, il doit les écrire, ce qui provoque là aussi une crise. Société, je sais plus ce que c'est. Citoyen. Société, non, c'est le concept de l'arbitraire. Et puis des libertés. Ah oui.
Et tu peux écrire les différentes libertés? Ouais, bien joué. Allez, un petit peu de courage, c'est presque fini. C'est la seule chose peut-être dans mon syndrome que j'arrive pas à expliquer. Je sais pas d'où ça vient ça. Pourquoi j'arrive pas à écrire. À force de persévérance et de volonté, et grâce au soutien de son beau-père, Clément parvient à maintenir un niveau scolaire convenable. Des fois on peut savoir que je suis feignant, que je fais rien, alors qu'en fait j'essaye de lutter contre le deuxième Clément parce que moi, quand le deuxième Clément, c'est toujours celui qui a le syndrome. Alors moi, j'essaye de lutter pour que le syndrome parte. Mais bon, non, je veux pas les faire et tout ça. Et je force. Alors je suis à fond. Et je mets beaucoup plus de temps que les autres à faire mes devoirs. Une fois les devoirs terminés, le jeune adolescent est épuisé. Il part se réfugier dans sa chambre. J'aimerais bien voir comment un enfant normal vit. Parce que moi, j'en ai marre. À chaque fois, je me dis, ouais, mais je suis pas comme les autres. Je fais pas ceci, je fais pas cela. En fait, pour moi, je me considère comme un étranger, un enfant qui n'est pas de cette planète. Merci. C'est dans le sport que Clément puise ses ressources et dépense toute son énergie. Équitation, roller, athlétisme, basket, l'escalade reste sa plus grande passion. Mets la corde, le mousqueton. Sur la paroi, aucune manifestation de son syndrome, comme si la maladie avait disparu. C'est bon, ouais. Là, je suis évadée, je suis bien, en fait. Et finalement, après, j'ai plus rien, je suis bien et ça se fait tout simplement, quoi. Samedi soir, 20h, Clément ne veut pas rester sur l'échec du shopping. Il s'est lancé un nouveau défi, affronter le regard des autres une nouvelle fois en sortant au restaurant en famille. Clément appréhende déjà. Ça va pas être une partie de plaisir. Je pense que ça va être assez dur parce que déjà il va y avoir beaucoup de monde. Alors j'ai peur de pas être à la hauteur, mais je pense que ça va. Je pense qu'on va faire comme d'habitude et non, je vais essayer de me contrôler. Puis bon, j'ai essayé de passer une bonne soirée et faire en sorte que tout se passe bien. Je vais pas me sentir bien. Ouais, bah oui. Le restaurant est bondé. En rentrant, Clément angoisse. Il a du mal à contrôler ses gestes. Je vais prendre une galette. Une galette de blé noir. C'est difficile. Jambon, fromage, mais c'est bon. Comme d'habitude, tous les regards sont braqués sur Clément. L'adolescent se sent de plus en plus mal à l'aise. Après plusieurs regards échangés, Clément ne tient plus. Du haut de ses 14 ans, il décide alors d'engager la conversation avec sa voisine de table et de lui expliquer son syndrome. Des fois, il y a des gens, bon, c'est humain de s'arrêter comme ça et de me regarder. Bon, c'est humain, mais bon, après, ricaner ou se foutre de moi ou en me disant des remarques, bon, ça, c'est moins humain parce que on pourrait me poser des questions sur ça. On pourrait me dire, tiens, pourquoi fais-tu ces bruits-là ou pourquoi tu te retournes comme ça bizarrement. Moi, je pourrais leur expliquer. Mais bon, des fois, il y a certaines personnes qui cherchent. En écoutant son fils, Fabienne est bouleversée. Avoir des explications et comme ça, là, hop, ils se foutent de moi. Donc bon, c'est des gens pas très intéressants, donc je m'intéresse pas à eux. Après une demi-heure de conversation, sa voisine, elle aussi, est touchée par Clément. Ouais, bah. Mais bon, voilà. Et bon, j'espère que ça va s'arranger un jour, mais je sais que ça va s'arranger. Pourquoi ça s'arrangerait pas? Il y a des gens qui sont bien et moi, pourquoi je serais pas bien? J'ai trop de tics que je retiens, ça reste toujours dans mon corps. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'arrive pas à évacuer tout ça, vite fait, bah, j'explose, mais devant tout le monde même, où il faut que je sorte. Quoi que ce soit, il faut que je sorte pour tout évacuer, pour souffler, pour respirer, pour
tout sortir, l'éthique. Et par contre, j'en loupe pas un seul. Je fais tout dehors. Et dès que j'ai un tic qui vient, je dois le sortir. Puis il faut que mon cerveau, mon corps soit tout à zéro. Quand je rentre, normalement, ma tête est vide. Cela fait 1 heure que Clément se maîtrise. Ce soir, il est heureux. Il a pu se libérer de ses angoisses auprès d'une inconnue qui a su l'écouter et le comprendre. Pour lui, c'est trop d'émotions. Il sortira prendre l'air. Je veux arrêter mon syndrome. Et pour arrêter mon syndrome, je vais mettre toutes mes forces. Toutes mes forces seront réunies. J'ai déjà arrêté plusieurs symptômes. Alors pourquoi pas arrêter mon syndrome à l'âge de 18 ans, par exemple. Je sais que j'ai envie de m'arrêter, alors je pense que j'y arriverai. Voici l'histoire bouleversante de Sandrine qui a décidé de faire le plus beau geste d'amour qu'une mère puisse faire pour sa fille malade, lui faire don de son rein pour la sauver. Oh, ça va. Ça y est, hein? Ça va bien se passer, ma puce, d'accord? Hein? Hein, Priscilla? Coucou. Pour te sommeil, hein? Tu t'en pries? Depuis sa naissance, Priscilla, l'une des 2 petites filles jumelles de Sandrine et Bernard, souffre d'une insuffisance rénale qui nécessite 3 fois par semaine des séances de dialyse en attendant un don d'organes. Mais après l'échec d'une première greffe et après 3 ans et demi d'attente sans résultat, Sandrine, devant l'urgence de la situation, s'apprête aujourd'hui à donner un rein à sa fille. Voici une leçon de courage et d'amour que nous racontent Carole Faure et Marc Malboro. Priscilla et Sylvie sont de vraies jumelles, mais l'une souffre depuis la naissance d'une insuffisance rénale terminale. Elle n'a donc pas grandi de la même manière. Sylvie dépasse Priscilla d'une bonne tête. Pour survivre, Priscilla a dû être dialysée dès les premières 24 heures de son existence. Hein, tu te rappelles, c'est toi? Qu'est-ce que t'as là? T'avais ta sonde? Oui? C'est ta sonde que tu avais? Tu te rappelles? T'aimais pas? T'aimais pas la sonde? Quand je ne veux pas manger. Non, c'est quand tu pouvais pas manger, oui. Aujourd'hui, à 4 ans et demi, Priscilla reste surmédicalisée. Même si elle va à l'école, elle subit 3 fois par semaine des séances de dialyse de 3 heures à l'hôpital. Ah bah d'accord. Elle est exceptionnelle. C'est quoi ça? Allez. Et t'as poussé, Alexandre? Et pourquoi elle t'a poussé? Je t'attrape ton cachet. Mais je l'ai surveillé, hein. Tu l'as surveillé? Je suis un peu stressée, je me fais du souci des moments. Je m'inquiète un peu, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on m'a proposé donner un organe à ma fille. J'ai tout de suite dit oui. Sandrine va donner un rein à sa fille car depuis quelques mois, la situation s'est détériorée. Priscilla supporte de moins en moins les dialyses. C'est en attendant son seul moyen de survie avant la greffe. Merci. Merci. Avec la maladie de sa fille, Sandrine a dû arrêter de travailler. Elle l'accompagne systématiquement à chaque séance. Elle redoute le passage obligatoire sur la balance car Priscilla ne doit pas descendre dessous de 13,9 kg. Sinon, l'enfant risque de graves crises de convulsions. Voilà, faut pas qu'elle bouge. Bouge plus. 13 900. Ouais. Allez, viens. Et moi, je voulais qu'elle soit un peu plus. Hein? Un pantalon. Pourtant, t'as pas beaucoup mangé. C'est ça que j'ai peur, moi. Quand elle a 13 900, je vais attendre la fin de la dialyse pour voir comment ça se passe. C'est normal. Ce matin, elle a mangé un petit suisse, mais elle n'a pas bu son lait comme d'habitude. Aujourd'hui, Priscilla n'a pas atteint son poids idéal pour supporter sereinement une séance de dialyse. L'infirmière tente alors de rassurer la maman. C'est ça, alors. Bah ouais. Non, mais là, c'est bon, on va la compenser. Oh, Poupou, là, t'étais où? Tu veux manger? Bon, allez, on va manger. Allez, viens. Maintenant, maman va faire la steak cachée comme ça, à la maison. D'accord? À l'hôpital, Priscilla ne fait aucune difficulté pour manger. Sa mère essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi tu veux pas manger à la maison comme ça? C'est pareil, hein? C'est comme à l'hôpital, hein? T'as tout mangé. C'est bien, ma puce. La séance va pouvoir commencer. Les branchements doivent s'effectuer en zone stérile. La mère est donc obligée de sortir.
Pendant que les infirmières enlèvent avec beaucoup de précaution le pansement et mettent à nu le tuyau du cathéter pour pouvoir faire le branchement, Sandrine, inquiète, attend dans le couloir, elle ne veut pas partir sans avoir été rassurée. Coucou. 3 heures plus tard, la séance de dialyse est enfin terminée. Tout s'est bien passé, Priscilla est en pleine forme. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a fait le clown. C'est vrai? Elle a pas arrêté tout à l'heure. C'est vrai? Déchaînée. Ça s'est bien passé? Oui, bien. Elle a pas fait de chute de tension, c'est jamais? Non? Non. Ah bah c'est bien! Puis elle est en super forme, elle a fait le clown avec Zaza. C'est vrai? Je vous dis pas. Ah bah alors? Le petit Suisse sur le bout du nez. Ah! Maman, elle a loupé ça? Ah oui. Après la greffe, la vie de Priscilla changera. Elle n'ira plus à l'hôpital. Ouais. La greffe, c'est pour quand? Le 19 avril. Le 19 avril. Oui. Bien. Je souhaite bonne chance pour que ça se passe très bien. Ça sera... Oui, on dit, on croise les doigts. Oui. Comme ça? Non, comme ça, on fait. Montre. Comme ça, on croise les doigts. Comme ça? Voilà, on croise les c'est doigts, très bien. ça marche. Alors, moi, Ça va marcher. Ça va marcher. Tu viens manger, Priscilla. Allez. Le lendemain, 3 jours avant l'opération, la famille s'est fixé un objectif. Surveiller le poids de Priscilla. Même si son régime alimentaire a été assoupli, Priscilla refuse de manger. Allez. Non, tu manges. Elle en a dans la bouche ou pas? Oui, elle en a un peu, ouais, mais elle veut pas s'amuser avec. Tiens, Sylvie. Ah bah, Tu te débrouilles? Ça, c'est pour cachette, tu ne touches pas. Tu manges. Tu manges, Priscilla. Alors mange toute seule. T'es plus un bébé maintenant, t'es une grande fille. Contrairement à sa sœur jumelle, Priscilla n'a pas le droit de boire de l'eau. Cela peut être très dangereux pour elle, elle ne le supporterait pas. Sandrine est catégorique, elle ne veut pas prendre de risques. Non? Elle a mangé un peu, mais elle continue quand même un peu. Eh ben, tu attends. Non, mais nous, on va manger. Oui, on va manger si tu veux manger. Allez. Allez, je vais fermer, maintenant c'est bon. C'est pas chaud. Ouais, ouais, je mange. Je suis parti la fumée. Tu manges. Tu auras pas d'eau quand t'auras pas mangé ça. Mais laisse-toi, t'en occupe pas, c'est pas la peine de... Laisse-la faire. Si ce quotidien est difficile à gérer pour les parents, il l'est également pour l'enfant dont l'existence est faite de contraintes. 5 fois par jour, Priscilla doit prendre ses médicaments. Allez, si tu veux de l'eau tout à l'heure, il faut prendre le cachet. Allez. Ça y est, t'as mangé ton pomme de terre? Allez. Allez. C'est pas bon, hein? Regarde-moi, là, un peu. Attends, oui, mais attends. Elle en veut plus, qu'est-ce qu'on fait? On laisse? Bon, bah, elle en veut plus, on arrête. Ça va, on n'en prend plus, c'est bon, on arrête. Je te Bon, préviens, prends le ce cachet, soir, hein. t'as des lives pour... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah tant pis, ça peut pas avoir un changement. Priscilla, j'ai pas fini, Priscilla, viens là. Priscilla! Priscilla, Je vais chercher. viens là, Priscilla. Tu enlèves tes mains, tu enlèves tes mains. Comme tous les soirs avant la douche, Sandrine vérifie le poids de sa fille. C'est bien, 14 kg 100. Oui, C'est super. C'est super. C'est très bien. Très bien, ma puce. 14 100. Hé, on continue, hein? Ah oui. On continue, hein? Faut bien manger, hein? Ah non, tu te retiens. On peut pas pipi là. Qu'est-ce que t'as fait? Ah non. Allez. Ça fait mal. Bah, elle fait un peu là. Là, ça fait pas mal. Ça fait pas mal? Non. Oui, d'accord, je le fais pas. Ça fait là. Priscilla. Hé, regarde-moi un peu. Dans ce moment de tendresse, la petite fille peut oublier une réalité qui ne cesse de la rattraper. T'as fini, oui. Allez, on y va. Bien sage. Mouah. C'est 1 ou genre 8 aujourd'hui? C'est 1. Elle a pris du poids. Allez, c'est bon. Hein? Oui, j'ai entendu. Les poids. T'as pris du poids, c'est bien, ma puce, c'est très bien. Hein? Elle fait 14 kg 100. Allez, on y va. Ça fait pas mal. Non, allez, on y va. Allez. Voilà. Eh ben, tu y vas toute seule, Priscilla? Je la fais où alors? Où c'est que je la fais? Là? Tu vas sur moi. Oui, je vais doucement, ma puce. Oui, je sais que ça pisse ma puce. Ça y est, c'est fini. Ça y est, allez, vas-y, essuie. Essuie. Allez. Ça y est, c'est bien. fini. Ça y est, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est le piqûre d'hormone de croissance pour la faire grandir, donc on le fait tous les jours. Jusqu'à la greffe, je suppose qu'on va arrêter après la greffe. Normalement, on arrête après la greffe. On m'a dit qu'après la greffe, on arrête. Mais même te dire que moi, qu'elle grandit comme ça. Qu'elle sera greffée. Ouais. Sylvie est consciente que sa sœur jumelle est différente. Elle espère qu'après la greffe, Priscilla sera enfin comme elle. Ah, ma copine. Ça fait pas mal? Non. Eh ben, là, on arrive presque à la greffe pour Priscilla. C'est vrai que c'est un peu dur là. On a angoissé. On a peur que ça ne marche pas. Si ça se trouve, après le 19, peut-être qu'elle sera plus là, peut-être que ça se passera mal. Je l'espère pas, mais c'est vrai que je me dis que si ça doit mal tourner, il faut lui donner un maximum maintenant, quoi. Qu'on pourrait peut-être pas lui le donner après. Et c'est vrai qu'inconsciemment, c'est vrai, j'y pense des fois, ouais. Dimanche matin, 6h30, ultime petit déjeuner de Priscilla à la maison. J'en veux pas. Le père a dit non. Les yeux rivés sur sa fille, Bernard observe. Il veut profiter de sa présence. T'as pas mal à la langue? Le cœur serré, il la couve, la coiffe, la recoiffe, la protège en somme. Bernard va accompagner sa femme et sa fille à Lyon pour l'opération. La grand-mère est venue pour garder Sylvie. Et à tout à l'heure, d'accord? Tiens, comme ça on revient. On revient, ouais. En franchissant la barrière de l'hôpital, les parents prennent soudainement conscience de l'enjeu. Ils vont laisser Priscilla au service de pédiatrie. Sandrine et Bernard appréhendent l'inévitable séparation d'avec leur fille. À S2. À S2. Allez, va voir ta chambre où elle est. Allez, écoute-moi. D'accord, tu restes avec Lily, Sophie. Moi, je vais aller au pavillon V. Je vais donner tes moufles à Sophie. D'accord? Je vais donner les cachets. Tu n'oublieras pas les cachets. Elle le sait, d'accord? Elle a tout marqué, tu verras, d'accord? Et demain matin, on se rejoint, d'accord? Hein? D'accord, Priscilla? Ma Mimi à maman, alors? T'es une grande fille, c'est très bien. Mouah, t'es gentille. Allez, tu fais bisous à papa et on y va, nous. D'accord? Hein? Gros bisous. Inquiets, les parents ne veulent pas s'attarder. Ils ont peur de craquer devant leur fille. Et pour rendre ce moment moins pénible, Bernard et Sandrine décident de masquer leur émotion. Ouais. Oui, d'accord. Bon, c'est bon. À demain. À demain, ma chérie. À demain. À demain, ma chérie. À demain. Après le départ de ses parents, Priscilla est désemparée. Quand sa mère l'appelle, la fillette ne dit rien, ou presque. Lundi matin, 7h30, c'est le jour J. Sandrine donne un rein à sa fille Priscilla. Elle espère simplement la voir et lui parler avant l'opération. Oh, t'as d'accord. Hein? Allez, hein? Ça va bien se passer, ma puce, d'accord? Hein? Hein, Priscilla? Coucou. Oh, t'as sommeil, hein? Hein? Je t'en prie. Allez, après je te ramène à mon bébé. D'accord? Ça va? Non, mais maman, tu vas être avec elle. Ne pleure pas. Mais non. Bien, tu veux que je te prenne avec moi? Ah bah d'accord. Oh, mais non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. On va la mettre à côté de toi. Hein? Ne pleure pas.
Je la mets là-bas. Regarde, Henriette, comme elle est gentille. Viens avec moi. C'est la plus gentille des infirmières. Et on va se promener ensemble. Hein, d'accord? Allez. Oh, maman. 8h30, au bloc, l'ambiance est appliquée. Il s'agit d'une greffe de donneurs vivants. Pendant qu'une équipe opère la mère, l'autre prépare Priscilla. Le père, lui, attend. Midi, c'est l'heure de la passation du rein entre la mère et la fille. C'est bon? Le temps qui revient sans arrêt, quoi, qui est long, qui est pesant, stressant. Pas des choses très agréables. Hein. Puis, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. J'allais dire, j'ai plus de mauvais rôle, enfin, entre guillemets. C'est pas facile non plus ce que fait ma femme, tout ça. Ma fille subit. Mais je ne suis pas acteur, je ne fais que subir, donc je subis, je ne participe pas à la chose même, donc de l'extérieur, je ne vois que les événements, je les subis, alors, donc c'est vrai que c'est stressant, c'est pénible, quoi. 5 heures plus tard, l'opération est enfin terminée, le sang de Priscilla circule dans son nouveau rein. Rien n'est gagné pour autant, il faut maintenant attendre 24 heures pour pouvoir se prononcer sur la réussite de l'opération. Priscilla est emmenée en salle de réanimation, Bernard peut enfin voir sa fille. Bon, bah, je vais aller voir Priscilla, hein, un petit moment, à l'AREA. Et puis je vais aller prendre des nouvelles. Bon, apparemment ça va bien, hein, dans la nouvelle ça va. Ils ont fait une échographie, je crois, chose comme ça là. Donc Déjà bah, pour voir, parce qu'elle faisait pas trop pipi, alors ils ont voulu surveiller. Donc tout ce qui est les veineux, tout ça, les artères, tout ça, ça fonctionne bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Attendre. Ouais, dans la nuit, peut-être ça va se mettre en place. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. J'ai mes clés, j'ai tout. Allez, ben écoute, à demain. Ouais, toi. Puis repose-toi bien. Ouais. Bien. Allez, à demain. À demain. Le soir, bonne nouvelle, la fillette a pu faire pipi, le rein fonctionne. Mais pendant quelques mois, Priscilla sera en observation. Merci encore à Priscilla, Sandrine, Sylvie et Bernard pour le courage et surtout la confiance qu'ils nous ont témoigné aujourd'hui. Excellente nouvelle, l'opération a réussi. Le rein greffé sur Priscilla fonctionne parfaitement bien. Dans les mois qui viennent, évidemment, nous vous donnerons de leurs nouvelles. Nous allons maintenant découvrir Nadia, une jeune femme de 38 ans qui a pris la plus importante décision de sa vie, celle de retrouver sa mère qu'elle n'a pas revue depuis 22 ans. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lire dans ses yeux de la fierté peut-être, de l'amour peut-être. Je suis en train de chercher ma maman, elle est mariée à monsieur. Et je suis en train d'appeler tous les de la France entière. On a l'adresse. On a l'adresse. On y va maintenant. C'est pas sérieux. Là, je te parle sérieusement, on y va tout de suite. On va voir, on va chercher. Ouais. Ils sont pas chez eux, c'est fermé. C'est le numéro 100, mais je comprends rien. Lorsque Nadia a été séparée de sa mère, elle n'avait que 3 ans. Seul souvenir qu'elle garde d'elle, un négatif photo volé à son père que Nadia conserve toujours sur elle. Aujourd'hui, à 38 ans, cette mère de famille recherche activement sa mère biologique, mais elle sait qu'elle aura du mal à retrouver sa trace, qu'elle risque de se retrouver face à une étrangère qui a refait sa vie et ne souhaite pas la voir. Autant de doutes, de questions auxquelles la jeune femme sera confrontée. Sabrina Bellawel et Laurent Alexandre Jacques ont suivi la quête de Nadia.
Je n'ai que cette journée. Je suis venue spécialement pour voir sa femme, parce que je suis sa fille. Je suis la fille de sa femme. Et donc, si vous voulez bien l'appeler, moi je vous attends. Je l'appelle? Oui, je vous attends. Le miracle! C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas! Je peux pas crier, c'est plus de mon âge. Oh purée. Ah, j'espère qu'il va trouver un numéro de téléphone. Il a un téléphone. Ah, c'est génial. Ah, il est pas chez lui? Donc je viens de vérifier sur l'annuaire, il n'est pas sur l'annuaire. Il est pas sur l'annuaire. Pourquoi on le cherche au lycée? Je peux simplement m'engager à vous le rappeler d'ici ce soir. S'il vous plaît. Mais ça, je le fais volontiers. S'il vous plaît. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Oui. Voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Nadia a 3 ans quand ses parents se séparent, son père obtient sa garde et interdit à son ex-femme de voir sa fille. À 16 ans, elle parvient à voir sa mère en cachette le temps d'un après-midi, un ultime moment volé. Depuis, elle a perdu sa trace. Aujourd'hui, 22 ans se sont écoulés, 22 ans d'interrogation, de souffrance et de recherche sans réel espoir de pouvoir un jour revoir cette maman devenue indispensable. Une fois qu'on a des enfants, une fois que... C'est autre chose, on a besoin de connaître sa maman biologique et là c'est quelque chose qui me prend de temps en temps. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lire dans ses yeux de la fierté peut-être, de l'amour peut-être, je ne sais pas, mais c'est une envie qui est tellement forte que de toutes les manières je finirai par la trouver. Et puis, je suis sûre qu'elle sera très heureuse de voir ses petits-enfants. Ramasser tes affaires. Ce besoin de retrouver sa mère, Nadia le ressent pour elle et désormais pour son mari et ses 2 enfants. Il leur faut une grand-mère, question de racines. Aujourd'hui est un jour important pour Nadia. Grâce à un ami, elle vient d'apprendre qu'il existe à Nantes un service qui recense les documents d'état civil des personnes nées à l'étranger et résidant en France. Sa maman est née au Maroc, c'est peut-être une façon pour elle d'obtenir son nom d'épouse, car elle s'est sans doute remariée. Avec son mari et ses 2 enfants, Nadia part pour Nantes. Pas chanter. 20 minutes plus tard, Nadia retrouve son mari qui attend dans la voiture. En main, un document, une première piste sérieuse. L'état civil de quelqu'un qui pourrait être sa mère, avec un nom et un prénom. C'est presque trop facile. On m'a donné ça. Et puis, y a le nom de son mari. Tu as le nom du mari? Ouais. La date de naissance et tout? Ouais, j'ai sa date de naissance. Tu sais où elle habite là? Ah ben non, à partir de là, je peux pas savoir. Mais déjà j'ai le nom de son mari, c'est super. Ah ben super. De retour chez elle, avec le précieux document, Nadia peut reprendre sa recherche. Elle est impatiente. Première étape, identifier sur Minitel ceux qui portent en France le même nom de famille que sa mère. 4, 3, 2, 1, et voilà. Albertine, Isabelle et un autre Georges. Je suis un peu énervée parce que c'est comme les petites filles. Je pensais que j'allais très vite trouver la réponse. Ne désespérons pas. Nadia a obtenu 8 numéros de téléphone. Elle les appelle un par un. Avec un peu de chance, c'est peut-être sa mère qui répondra. Je suis en train de chercher ma maman. Elle est mariée à monsieur. Et je suis en train d'appeler tous les de la France entière. Vous êtes suisse. Et non, personne ne répond. Ah bon, excusez-moi, monsieur. Au revoir, monsieur. Son épouse vient de décéder. C'est pas le nom, donc j'aime bien quand je cherche que j'arrive à trouver. Au moins
un brin de piste, quelque chose. Qu'on me dise oui, on le connaît, attendez, on vous rappelle pour vous donner son numéro, je sais pas. Là, j'ai appelé, vous avez vu, une dizaine de personnes et il n'y a rien. Donc je ne sais plus quoi faire. Nadia est déçue, là encore, c'était trop simple. Elle utilise Internet et les sites dédiés à la recherche des personnes disparues. Elle écrit encore et toujours le même message. Je n'ai pas avec quoi affiner ma recherche. Alors vous me recherchez ce que vous avez. Ça donne rien du tout. Les heures passent à essayer d'obtenir un indice, une piste, une indication qui pourrait lui permettre d'avancer. En vain. Là, je suis un petit peu fatiguée. Et puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout comment un nom avec les deux prénoms composés ne donne rien ici en France, alors que je cherche sur les pages jaunes, tout ce que me donne l'ordinateur. J'y vais, je rentre, je trouve rien. Le lendemain, sur les conseils de son mari, Nadia se rend dans un cybercafé. Les employés habitués à effectuer des recherches sur Internet pourront peut-être l'aider. Je suis en train de chercher une personne à partir de son nom de famille. Vous connaissez son nom? Vous avez d'autres renseignements? Vous n'avez que le nom? Ah, regardez. Ah, le nom, c'est... Le nom, c'est quoi ça? Qui a participé... Elle a participé à quelque chose? Ben... Trophée de Saint-Tropez. Ah bon? Apparemment, elle a assisté à un trophée. Un quoi? C'est quoi déjà? Les 20 km de Saint-Tropez. Les 20 km de Saint-Tropez. Hein? Grâce au jeune homme, Nadia vient de trouver le nom de sa mère et de son beau-père sur une liste de participants à une compétition de course à pied. La piste semble sérieuse, le couple habiterait à Charnec en Isère. C'est l'adresse que j'ai trouvée hier sur le Minitel. Et ils répondent pas au... Voilà, c'est le numéro de téléphone. Donc c'est bien eux. Nadia se précipite à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle à son mari. On a trouvé, apparemment... Ah bon? Tu sais quoi? On a trouvé. On a l'adresse? On a l'adresse. On y va maintenant. Tu parles sérieusement? Là, je te parle sérieusement. Tu on connais? y va tout de suite. Non, on va chercher. Il regarde l'itinéraire pour partir immédiatement. Alors, mais c'est juste ici, 211 km. On y va tout de suite. On y va? Mais bien sûr. Ouais, je suis très excitée, je voudrais... il faudrait que ça se fasse, quoi. Moi, je vous l'ai dit, il faut absolument que je la trouve, il faut que je la trouve. Bon, là, j'ai un homme magnifique. Et si on y va, ça sera bien. Si on voit où elle habite, avoir une idée un petit peu. Et puis après, on l'attend. Tiens, c'est une bonne idée, ça, si on l'attendait. On y va, on l'attend. Ouais, c'est super. On a les chemins, on a tout. Dans quelques minutes, nous verrons si Nadia parvient à retrouver sa mère. 45. Mais rien écrit. Mais c'est fermé? D'habitude, l'hiver, il vient pas, alors je sais pas. Vous savez pas où il est? Il est très froid, on est dehors, on attend qu'on nous donne un renseignement. Le chemin est semé d'embûches, voisinage, gendarmerie. Elle frappe à toutes les portes pour retrouver sa trace. Oh, c'est ouvert. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Y a quelqu'un? Bonjour. Rabia. Y a personne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Sa mère acceptera-t-elle de revoir sa fille? Cela se passe dans quelques minutes dans Confessions intimes. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Confessions intimes. Nous avons découvert Nadia, une jeune femme qui recherche sa mère qu'elle n'a pas revue depuis 22 ans. Une démarche qui lui fait parcourir la France entière pour retrouver sa trace. Voici la suite du reportage.
Depuis plus de 22 ans, Nadia n'a pas revu sa mère. Après des années d'attente et de recherche, elle touche peut-être au but. Elle a obtenu une adresse, soutenue par son mari, et avec ses 2 enfants, elle veut la retrouver. On a l'adresse? On a l'adresse. On y va maintenant. Tu parles sérieusement? Là, je te parle sérieusement. Impatiente et fébrile, Nadia s'empresse de préparer les bagages de sa famille. Elle part à l'aventure. C'est la première fois, depuis plus de 20 ans, qu'elle est sur une piste sérieuse qui pourrait la mener à sa mère. Elle réalise qu'elle pourrait enfin la revoir. Pressée de partir, Nadia s'agite et perd son calme. Elle va à 2 à l'heure. Tu sais ce que j'en fais, moi, de tout ça? Voilà. Non. Depuis tout à l'heure, je te dis, dépêche-toi. Elle est où ta veste? Elle est où ta veste? Elle est où ta veste? Tu la cherches. Depuis tout à l'heure, je te dis, dépêche-toi, et tu es en train de traîner dans tous les sens. Direction Charnecle, en Isère. D'après les informations, c'est dans ce village que sa maman habiterait. Nadia a l'intuition d'être sur le point d'aboutir. Ouais. Charnecle, là. Ouais. Alors. On va essayer de trouver le chiffre 100. Attends, on va voir ici. C'est ici, dans cette rue, que se trouve la maison de sa mère. Elle est tout près du bonheur. 45. Donc c'est pas ça. 45. Truc là. Hein? Je sais pas, je vais voir. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez monsieur Georges? Monsieur? Georges. Oui. Il habite où? Il habite pas là? Il habite le numéro 100, on a l'adresse. Oui, mais il est là. C'est la maison juste en face, là. Vous montez la rue et la première la maison après l'hangar, là. Il y a le truc qui est inversé. Voilà, inversé. J'ai dit 100, oui. 001, c'est 100. Mais il n'y a rien écrit. Mais c'est fermé? Ah oui, c'est fermé, le portail est fermé. Nadia est devant la maison, mais elle semble inhabitée. Il n'y a personne, là, c'est sûr. On va voir. Fais attention. Toi, tu fais attention. Ils sont pas chez eux, tout simplement. Ils sont pas chez eux, c'est fermé. C'est le numéro 100, mais je comprends rien. La maison a l'air abandonnée, c'est encore un coup pour rien. Il décide alors de retourner chez le voisin. Il sait peut-être quelque chose. D'habitude, l'hiver, il vient pas, alors je sais pas. Ah, vous savez pas où il est quand... En principe, ailleurs. Ah oui, il est à Villard-de-Lans, je crois. Ah, Villard-de-Lans. D'accord. Ah, d'accord. Ok, ben je vous remercie, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Selon le voisin, cette maison serait en fait la résidence secondaire du couple. Ils habiteraient en réalité à Villard-de-Lans, où Georges, le mari de la mère de Nadia, travaillerait comme enseignant. Arrivé à Villard-de-Lans, il est 23h30. Pour trouver sa mère, Nadia tente sa chance à la gendarmerie. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je viens d'arriver à Villars et j'essaie de chercher monsieur et madame... Je n'ai pas. Pardon? Vous avez une adresse? Si j'avais l'adresse, je serais partie direct. Là, je suis bloquée, j'ai très froid, on est dehors, on attend qu'on nous donne un renseignement. Moi, je ne connais pas du tout. Il a un téléphone sur le secteur? Eh bien, écoutez, j'ai cherché sur l'annuaire, il n'y est pas. Il a une maison secondaire à je ne sais plus quelle ville, je suis partie là-bas. On m'a dit qu'il était prof ici, il est enseignant. C'est un bonhomme qui doit avoir la soixantaine. Il est marié à madame... Donc, je suis venue et je suis en train de le chercher. Ah, pas du tout. Pas sur l'annuaire, j'ai pas de possibilité. Oui, j'ai cherché moi aussi sur l'annuaire, il n'y est pas. Sinon, que dois-je faire dans ces cas de figure? Dans ces cas de figure, c'est essayer de rencontrer quelqu'un ou de voir dans vos proches. Donc en fait, tant que je suis là, parce que je n'ai pas de proche, j'ai personne ici, je toque à toutes les portes et je demande, je pense en... Si vous avez des amis qui... Est-ce que vous connaissez un enseignant à Villars? Enseignant à Villars, vous savez, il y a le lycée, il y a l'école primaire. Vous-même, est-ce que vous connaissez un enseignant? Non. Non. Vous connaissez pas quelqu'un? Peut-être aussi, s'il est au lycée, il a payé, alors là... Oui, le lycée, c'est le dimanche, donc c'est pas possible. Il y a un concierge là-haut. Le gendarme, il connaît personne qui porte ce nom. Ouais. Et donc, on va aller dormir. C'est tout, voilà. Voilà. Et demain matin, on continuera. On va voir. C'est clair. J'ai le numéro de téléphone du lycée. Mais le lycée, c'est fermé demain. Il y a le concierge. Dimanche matin, 10h, Nadia se rend seule au lycée. Elle espère pouvoir rencontrer le concierge. Bonjour. On cherche une personne qui pourrait nous renseigner sur les professeurs qui sont dans ce lycée.
Pour. Je cherche monsieur. Oui. Il est là? C'est un professeur ici? C'est un professeur dans ce lycée, oui. Oui, est-ce que je pourrais savoir où il habite? Non. Non? Non, je peux pas vous donner des coordonnées personnelles. Je peux, si vous le souhaitez, vous me donnez vos références. Oui. Je l'appelle. Oui. Et s'il est d'accord... Très bien, ben je... le miracle! C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas! Je peux pas crier, c'est plus de mon âge. Oh purée. Ah, j'espère qu'il va trouver un numéro de téléphone. Il a un téléphone. Ah, c'est génial. Ah, il est pas chez lui? Donc, je viens de vérifier sur l'annuaire, il est pas sur l'annuaire. Il est pas sur l'annuaire. Pourquoi on le cherche au lycée? Je peux simplement m'engager à vous le rappeler d'ici ce soir. S'il vous plaît. Mais ça, je le fais volontiers. S'il vous plaît. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Oui. Voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. C'est une nouvelle déception pour Nadia. Elle ne sait comment localiser cette maman tant désirée parmi les 3500 habitants du village. Dernière solution, interroger les personnes qui vivent à côté du lycée. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il habite. Je ne peux pas vous dire. C'est pas loin. Je suis sûre que si vous vous renseignez par là-haut, vous allez trouver. Les indications sont approximatives. Nadia se dirige vers le nord sans conviction. Ce matin, à Villard-de-Lans, on inaugure une rue. Nadia profite alors de l'occasion pour interroger les passants. Je cherche un monsieur, un professeur de physique qui habite ici. Ah non, Non, malheureusement. aucune idée. Vous savez pas ce qui peut savoir, qui pourrait nous orienter? Non, je sais pas trop. Il habite plus bas. Plus bas? Une villa. C'est le numéro combien? Vous pouvez pas m'indiquer, me montrer? C'est une villa plus bas à droite. Vous descendez un petit peu la rue, vous la suivez jusqu'au bout, vous allez tomber sur une autre rue vers les écoles. Vous reprendrez sur votre droite, vous remontez un petit peu et la maison elle se retrouvera sur la gauche juste avant un centre de vacances. Un gros centre de vacances, une vieille maison. D'après les dernières indications, c'est bien ici que sa mère habiterait. Nadia a peur, l'enthousiasme a fait place au doute. Monsieur et madame... Oh, c'est ouvert. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Y a quelqu'un? Bonjour. Rabia. Y a personne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. C'est écrit en arabe. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Bonjour. Ouais, c'est moi. Nadia vient juste de retrouver sa mère. Nous les laissons profiter de cet instant. Comment tu vas? Comme tu vois. Et j'avais pas le nom de ton mari. Bah, tu le connais pas, c'est... Mais attends, j'avais rien, je n'avais rien. Mais pourquoi t'es pas venu chez moi? Attends, je suis venue à la maison. À l'Oasis? Ben oui. Et ouais. Il a ouvert la porte, il me regarde. Je lui dis Nadia, elle n'est plus là, elle est morte. Il a eu un accident, elle est morte. Elle n'est plus là. C'est mon père qui t'a dit ça? Ouais. Si tu veux la vérité, j'ai complètement perdu la notion d'avoir une fille. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. C'est pas grave. Ce n'est que du bonheur. Ouais. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Moi aussi. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Oh, que des émotions. Ah, c'est super. C'est génial. Je suis trop heureuse. Je suis très heureuse. Voilà. Tu l'as vu? Ouais. Oh, t'es tout beau, toi. Ça y est. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde est beau. Mais tu...
C'est maintenant au tour des enfants de Nadia de découvrir leur grand-mère, encore bouleversée par cet instant trop longtemps rêvé. J'entends Rabia dans la cour, alors à ce moment-là, ça a été... Il faut un petit peu de temps pour qu'on réalise complètement, parce que là, c'est... Non, je vous donne pas du tout le temps. Moi, je viendrai, vous viendrez chez nous. Et c'est avec le temps qu'on remet tout en place. Et c'est vrai que le visage, je l'ai pas oublié. Ah ouais, elle n'a pas changé tant que ça. Mais la retrouver après toutes ces années, c'est quand même génial. Hein? Ouais, mais c'était dur aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. On laisse tout derrière, on laisse tout derrière. Il faut regarder devant maintenant. Quelquefois, c'est très dur de dire, non, qu'il faut laisser tout derrière. Tu crois que c'est facile pour moi, mais moi, je préfère me dire, je laisse tout derrière. Tu es un papy. Ça me donne un coup de vieux quand même. Hein. Non. Il y a des papys qui sont beaucoup plus jeunes que toi. Ça sera tonton. Oui, pareil. Certainement. Ah non, c'est papy ou rien. Qu'est-ce que tu choisis, Georges? Oh, ça me convient. Bon, ça va. Il prend, il achète. Cyril n'a qu'un souhait dans la vie, être vu et admiré. Regardez. Aïe, ah putain. Audrey, arrête s'il te plaît, c'est bon, arrête de me stresser. Ça y est, ça c'est parce que ça y est, la j'en peux sienne, plus. j'en ai. Mais moi je... Aïe, oh là là, c'est bon. Si j'étais pas là, elle serait pas regardée pareil. Là, ici, là, tiens, tu colles là. Et celle-là. Cyril, si je mets ça avec des grandes bottes qui arrivent jusqu'ici, qui sont un peu plates, il va pas aimer, il va préférer que je mette avec des talons, mais une chaussure fine, escarpin. Je peux pas. Voilà, monsieur. Merci bien. Ça t'arrive de faire quand même un Cyril d'une adolescente? C'est assez rare. Parce que ça me salit. Ça sent mauvais. Je suis moi, je suis comme je suis. Ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Brushing chez le coiffeur 2 fois par semaine, manucure, épilation, costume du dernier chic. À 36 ans, Cyril doit toujours être parfait. Ce dandy ne supporte pas d'avoir une mèche de cheveux rebelle et passe des heures entières à se recoiffer et à se pomponner. Sa vie est entièrement dédiée à son look, il aime se faire remarquer et n'hésite pas à employer les grands moyens pour y parvenir. Voiture de sport, garde du corps pour lui, tout est bon. Audrey, sa compagne, subit quotidiennement l'égocentrisme de Cyril et cède à tous ses caprices. Emmanuel Lafortune et Laurent Lépine sont allés à la rencontre de notre Apollon. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Audrey, il y a une tache sur mon pantalon. Alors là, ça va pas, ça. Comment on fait? Tiens. 2 minutes, Cyril. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est bizarre comme tache. 2 secondes, ça va. Il n'y a pas 2 secondes, c'est hors de question. Il n'y a pas de slow, j'ai rendez-vous pour le business. C'est pour le business, c'est tout. Ouais, j'arrive pas en retard pour le business. T'as mis la brosse. Hein. Quelle brosse? La petite brosse, là. Mais non, pas la brosse à cheveux, Ah, la bon. brosse. Ah, la brosse. Ah ouais, d'accord. Ah, la brosse. Oh là là, c'est pas possible. Hein, Je ne serai jamais prête à 9h30. oh là là, c'est quoi ce tissu? Tiens, voilà, c'est pas parfait bon. là. Petite tache. Il est 21h chez Cyril et Audrey, c'est le branle-bas de combat. Ce soir, comme presque tous les soirs, ils sont de sortie. Oui, ranger quoi? Il est 9h30, qu'est-ce que j'ai le temps de ranger? Pour Cyril, son look est une obsession, l'élégance un mode de vie. Une élégance qu'il impose à sa compagne et à Alban Philippe, son meilleur ami. 2 minutes. Non mais la matière est terrible. Non, tu mets pas de jean, Audrey, c'est hors de question. Non, tu mets pas de jean. Non, Audrey, tu me fais pas ça. Mais non, mais laisse-moi voir à la fin, après tu verras. Tu ne comment mets ça pas va. de jean. Mais Audrey, j'ai pas le temps de ça, là. Laisse voir à la fin. Je mets Mais à la un fin, jean j'ai pas le avec temps un- de la fin. Mais si, il y en a pour 2 secondes. Voilà, c'est bon, parfait, superbe. Bon, moi je vais mettre mon truc. Mais non, on va pas aux fraises, c'est bon. C'est bon, vas-y, détends-toi là. Vas-y, détends-toi. Audrey, arrête, enlève ça tout de suite. Tu m'oublies, je te jure, tu m'oublies là. On est en costard cravate. Mais tu vas, qu'est-ce que tu fais? Il y a autre chose. Audrey, Non, mais ça, c'est bien pour aller autre part. aux fraises. On y va dimanche aux fraises. Audrey, si tu restes comme ça, tu ne viens pas. Pourquoi? Tu ne viens pas si tu restes comme ça. C'est clair, net et précis. C'est tout. Je peux pas te dire autre chose. Si tu comprends pas qu'il faut pas se mettre comme ça, tu comprends rien. C'est super joli, hein. C'est joli de quoi?
Attends, tu fais exprès ou quoi? Tu veux me... Ça marche, tu m'as gonflé, je vais mettre un pantalon noir. T'es content comme ça? Tu te mets classe, s'il te plaît. Mets-toi classe. Je veux pas de jean, de choses comme ça. Non, il faut que tu sois... Mais non, quel collier? Ah, tu fais exprès pour me bêter les couilles, là, je crois que t'as à chercher, là. Je pense que vraiment, ça fait partie de son personnage. Vraiment. C'est lui. C'est quelqu'un à la base qui est très excessif. C'est quelqu'un de très excessif sur n'importe quel sujet. Audrey a finalement laissé son jean au placard. Il est 22h30, notre petite bande arrive dans une boîte de nuit où il est bon d'être vu. C'est le patron en personne qui vient les accueillir, un geste qu'il réserve aux habitués. Ici, Cyril et sa bande sont connus, ils viennent quasiment tous les soirs, alors ils ont droit aux honneurs de la maison, champagne et cotillon. Cyril est flatté, il est dans son univers. Je kiffe ma race. Voilà. Un peu de langage de clubbeur pour changer. Hein. Ouais, on kiffe notre race, grave. Non, c'est très sympa, c'est très sympa. Forcément, bah oui. Ouais. Tu peux dire aussi, je kiffe ma tête. Je kiffe ma tête aussi. À la table voisine, l'anniversaire de Josiane Balasco est fêté en grande pompe. Pour le plus grand plaisir de Cyril, ils auront droit aux mêmes honneurs que la Jet Set, gâteau et scintillant. Cyril et ses amis sont reçus comme des rois, ils sont jeunes, beaux et clinquants. La soirée se déroule comme prévu, toute la salle les regarde. Cyril a tout fait pour, et c'est réussi. Voilà, on essaie d'être classe, on essaye de se tenir, on est d'être soigné, et puis voilà. Et puis il y a cette espèce de phénomène où les gens viennent vers nous relativement souvent. Souvent on nous dit bonjour, comme je disais tout à l'heure, on nous dit bonjour. On ne connaît pas. On ne connaît pas les personnes. On ne connaît pas, et on vient et on a toujours l'impression de nous connaître, donc bon, forcément, à la fin, c'est sympa, parce qu'on est connu sans être connu, c'est ça qui est drôle. On est connu sans être connu et on entretient cette image. 13h, le lendemain, ensemble de lin blanc, lunettes noires, en tenue faussement décontractée, Audrey et Cyril vont déjeuner dans leur cantine, un resto branché en bas de chez eux. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Ça va bien? Voilà. Comme d'habitude, ils sont accueillis par le maître des lieux. Cyril excelle dans les relations publiques, il en fait son métier. Depuis 1 an, il organise des soirées branchées et son look est un peu son passeport pour la réussite. Il doit être un vrai playboy et Audrey doit s'aligner. D'ailleurs, il n'a toujours pas digéré l'incident du jean d'hier soir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femme, je pense ne pas être obligée d'être habillée en haute couture, des pieds à la tête. Moi, je pense qu'en tant que femme, sortie. à partir de chaque sortie, tu dois être à sauce avec moi. Mais ça dépend des soirées. Non, tout le temps, parce qu'on se montre d'une façon et on doit toujours se montrer de la même façon, puisqu'en plus on travaille notre image pour le business. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on doit avoir zéro faille. Pour moi, tu dois être associé avec moi. Quand on sort, ça doit être un tableau. Tu comprends ce que j'ai? Le tableau doit être beau. Il ne doit pas être beau d'un côté et beau mais falsifié, parce que c'est pas de la belle marchandise, c'est pas des beaux tissus, c'est pas des belles coupes, c'est pas, tu vois. Ouais, j'ai remarqué que quand on est arrivé, les gens ils nous regardent. Non, ils me regardent moi, ils te regardent pas toi. Tu penses vraiment ça, Cyril? Hein? Ouais, non, je pense tu vraiment. balances ça. Je pense vraiment. Je pense que si j'étais pas là, elle ne serait pas regardée pareil. Je sais pas. Et Cyril est prêt à tous les sacrifices. Avec Audrey, ils se rendent chez l'esthéticienne, ce n'est pas pour elle, mais pour lui. Cyril veut se faire épiler nez et sourcils. Au milieu? Oui. Allez, c'est parti. On fait les sourcils. On fait ici et puis là. Ok. Et je vais souffrir. Là, faut peut-être pas. Non. Hein? Non, on va faire que là. Là et là. Un petit peu là. Ouais. Ok. Ouais, tu dis bien là. Ouais. Là, vas-y, non, Audrey, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, avec ça. Vas-y. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Là et là. Ça y est, pas plus. C'est des fils, c'est rien. Voilà. Oh là là. C'est fini. Un coup. Ça fait mal. Bon. Les sourcils. C'est juste les longs. Aïe, ah putain. Audrey, arrête s'il te plaît, c'est bon, arrête de me stresser. Là. Ça y est, ça c'est parce que ça y est, la j'en peux cire, plus. j'enlève. Mais moi je... Aïe, c'est bon, c'est une torture là. L'après-midi, Cyril retrouve Alban, son ami pour des occupations purement masculines. Pendant que Stéphanie fait du shopping, les garçons ont pris rendez-vous dans un grand institut de beauté. Ici, on ne s'occupe que des hommes du haut de gamme. Cyril y vient souvent, c'est un obsédé du brushing. Ouais, c'est très important. Bah oui, c'est très important puisque je peux pas rester les cheveux comme... Bon, les cheveux mouillés comme ça va. Mais s'ils sèchent, je vais avoir une tête comme ça. Donc c'est une nécessité pour moi le brushing.
c'est nécessité en plus, et c'est bien. Donc les deux sont super, mais je peux pas rester naturel, c'est impossible. Mais aujourd'hui, Cyril n'a pas sa coiffeuse habituelle. C'est embêtant. Pourtant, la jeune femme fait des efforts. Cyril ne dit rien, mais intérieurement, il enrage. Il voudrait saisir la brosse et finir le travail lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'il va finir par faire. Je vais me la faire, moi, la mèche devant. Juste là. C'est ça? La plus grosse. Celle-là, ouais. La coiffeuse ne dit rien, elle a cerné le personnage, tout effort de sa part serait inutile et déclencherait la colère de son client déjà sous pression. Et c'est les... Je suis pas très bien coiffé, donc ça me... Là, je vais pas avoir rien. Je vais avoir des couettes. Bon. Mais moi, les gens qui connaissent pas mes cheveux, c'est mort. Tu comprends pourquoi, maintenant, tu comprends le pourquoi du comment? Ouais, ça va. Comment je peux avoir tout de suite les ridicules? Ah, ok. Ce brushing raté a découragé Cyril, il ne pourra même pas faire les magasins comme il l'avait pourtant prévu. Ouais, parce que moi, aller faire les bouclards comme ça, avec la tête que j'ai, là, c'est pas possible. Allez faire quoi? Aller faire les magasins comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? 19h15, ouais. J'ai vraiment besoin de te dire Pas pourquoi. plus tard, pas plus tard. Mais moi, un chapeau avec des plumes, c'est la même, tu vois ce que je veux dire. Je t'embrasse à tout à l'heure. Quand j'ai une coiffeuse qui connaît pas mes cheveux, en général, c'est la catastrophe. Et ça me met mal. Ça me met mal parce que, bah voilà, je sais pas du tout ma tête. Donc là, ouais, je vais être obsédé par mon image. Je vais m'arrêter dans la rue où on peut se regarder dans les vitrines et tout. Je vais me recoiffer. Et encore, ça marche pas parce que c'est pas comme je veux et ça m'agit sur le moral. Maintenant, après, bon. Si en plus derrière il y a une soirée ou un dîner et que je me retrouve comme ça piégé, ou alors j'ai un super brushing, je sors, je prends la pluie, je me retrouve une mèche raide, une mèche frisée, c'est-à-dire c'est bon, c'est limite je rentre chez moi, quoi. Cyril a appelé Stéphanie à la rescousse pour refaire sa coiffure. C'est la copine d'Alban Philippe, les brushings ça la connaît, elle fait ceux d'Alban tous les matins. Mais pour Cyril, ce n'est pas une garantie, il est totalement angoissé et lui donne des consignes toutes les 2 minutes. Lisse les plus, tu vois, parce que là tu les tires. J'entends pas. Et tu les lisses. Je les sens pas lisser. Oh putain, c'est quoi ce stress? C'est quoi? Ah, il y a tout l'immeuble qui est... Aïe, ah putain. Cyril est au bord de la crise de nerfs. Impossible de vérifier dans un miroir le travail de Stéphanie. Son ami, toujours serviable, va donc le prendre en photo avec son téléphone dernier cri, comme tout le reste. Non, il est parfait. Je le savais. Il est Il y a parfait. peut-être là une mèche à Attends, retoucher. je regarde. Oh, ça Place-la va. avec les mains. Pas trop mal. Pas trop mal. Non, c'est bien, ça va. C'est pas bien? Là, Ah. ici, là, tiens, Oui. faut que tu le colles là. Et celle-là, alors, attends. Oui, voilà, Ouais, je bah, t'ai dit de machin. C'est bien ou pas? Mais oui, c'est parfait. Allez. Un peu Claude François, quand même. Je suis moi, je suis comme je suis. Ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Maintenant, il faut pas voir la première couche. Je veux dire, il y a les gens qui voient la première couche en disant il est narcissique. Bon, bah, c'est des gens qui n'ont pas compris grand chose. Et puis, ceux qui grattent un peu et qui voient derrière, parce qu'on fait finalement, on est certainement tous un peu narcissiques. Sauf que moi, je me le cache pas du tout. Comme tous les jeudis, Cyril et Alban Philippe se font une soirée entre garçons. Ce soir, ils ont sorti le grand jeu. Dans la voiture grise, 2 gardes du corps. Dans la voiture noire, un chauffeur et nos 2 bellâtres. L'arrivée de Cyril et Alban Philippe ne passe pas inaperçue. Tout le restaurant s'interroge sur leur identité. Personne ne soupçonne qu'ils ne sont que 2 illustres inconnus, que rien ne menace. En tout cas, Cyril et Alban ont obtenu ce qu'ils voulaient. Avec leurs 2 gorilles postés à côté de la table, tout le monde les regarde. Ça nous permet de nous faire encore plus repérer. Voilà, en plus des belles voitures et des gardes du corps, bah voilà, c'est encore une attention en plus sur nous, c'est sympa. C'est bien quand on nous ouvre les portes, c'est le côté sympathique quand on nous ouvre les portes, et on sait qu'on a toujours un œil sur nous. S'il nous arrivait, si quelque chose, si la police n'était pas là, on a ce petit plus-là, pourquoi pas en profiter, quoi. Donc c'est vachement bien. 1 heure, les garçons arrivent dans leur QG. La même boîte de nuit que la veille, même cotillon, même champagne, le grand cirque. Hier, ils côtoyaient Balasco, aujourd'hui c'est au tour de Jean-Marie Bigard. La mèche bien placée, Cyril et Alban attaquent leur soirée. Ils y resteront jusqu'à 6h du matin, sous l'œil vigilant de leur gorille. Audrey, elle, attend bien sagement à la maison. Seule, chez elle, elle se pose quand même quelques questions.
Je pense qu'ils doivent être assez convoités, donc belle voiture, costume, cravate, toujours assis, bien placés au niveau des tables, les bouteilles. Bon voilà, non, je t'ai plus la coupe est pleine. C'est vrai, tu te réveilles à 4h du matin, il est toujours pas rentré, t'es pas bien réveillé, tu vas dans la cuisine, tu te fais un petit café, bon, tu te poses la question, tu te dis, bon, il est 4h du matin, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, où il est? Normal. Je pense que c'est humain. 16h, au réveil, portable vissé à l'oreille, les garçons sillonnent les beaux quartiers de Paris dont ils ne sortent jamais. Mais même au volant d'une voiture luxueuse, il faut parfois se plier aux tâches les plus ordinaires, faire un plein d'essence par exemple. Dieu merci, ce jour-là, il y a un pompiste, Cyril est soulagé. Voilà monsieur. Merci bien, bonne soirée. C'est assez rare. Parce que ça me salit. Ça sent mauvais. Mais bon, voilà quoi, quand il faut, il faut. Cyril et Alban Philippe doivent aujourd'hui passer au bureau. Un bureau à leur image, l'adresse est prestigieuse, avenue des Champs-Élysées. Pour le parking, ce sera le long du trottoir, même si le stationnement est formellement interdit. Cyril est au-dessus des règlements. Bah, disons que c'est représentatif un peu de notre image, donc il vaut mieux être sur les champs qu'à Aubervilliers. Ce soir, les garçons ont une soirée importante. Ils invitent des clients dans une boîte select, alors ils doivent être impeccables une fois encore. Cyril va courir les magasins pour agrandir sa collection de vêtements déjà pourvue d'une 50aine de costumes, tous griffés bien sûr. À 1 500 € la veste et le pantalon, ces boutiques sont réservées à l'élite et les garçons veulent en faire partie. Tu prends le métro des fois, Philippe là? J'ai dû le prendre une fois dans ma vie. Je sais même pas si j'ai pris le... Non, si j'ai pris une fois dans ma vie. Parce qu'il y avait un embouteillage et c'était un 14 juillet. Et c'était pour le voir feu d'artifice et il y avait des embouteillages sur Paris. Et on m'avait proposé de prendre le métro et j'avais trouvé ça rigolo. Non. Retour à la maison, Cyril se prépare pour sa soirée, mais les chaussures qu'il voulait porter sont cassées. Une confirmation pour lui qu'il ne faut vraiment acheter que du luxe. Qu'est-ce que je te dis? Ah non, c'est mort. Voilà, sympa. C'est neuf et ça se casse. Voilà. Quand on n'achète pas de la marque, ce qui se passe. C'est pas parce que c'est pas de la marque que ça casse, toutes les chaussures de... Non, pas de... Mais arrête, Cyril. C'est de la merde. Mais non, oh là là, c'est parce que je sais pas marcher. Ce soir, Audrey a droit à tous les reproches. Les chaussures, sans marque, c'est elle qui les avait achetées. La chemise que voulait porter Cyril, elle ne l'a pas lavée. La soirée pour elle est plutôt mal partie. Mais celles que je voudrais, elles sont pas lavées, donc il y a un problème d'intendance. C'est la seule qui est pas lavée repassée que tu veux mettre à chaque fois, c'est quand même un comble. T'en as une tonne? Non, c'est juste celle qu'il a mise avant-hier qu'il veut mettre. C'est formidable. Je t'ai parlé de ça, moi. Tu me dis elles sont pas lavées repassées. Hein. Non, mais ce que je te parle des chemises que j'ai voulu mettre, que j'ai mis avant-hier, qu'est-ce que je me raconte là? Enfin, c'est celle que t'as mis là dans les 15 jours. Non, je l'ai mis hier soir et je voudrais la remettre. Et puis tu peux me la laver ce soir parce que je voudrais la remettre demain aussi. C'est juste celle qu'il n'y a pas dans l'armoire que tu veux. Lesquelles? Il y en a au moins 15 au repassage, ok, d'accord. C'est pas grave. Bon, je crois que je vais rester sur ça. Pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai pas besoin de ses conseils, j'aime bien qu'elle approuve, mais elle fait trop, et elle se concentre pas assez, donc finalement je préfère être tranquille tout seul et m'habiller tranquille. On essaie de lui donner de l'importance et elle le prend pas comme il le faut le prendre, c'est pas grave. Hein. Audrey, qui ne saisit pas toujours l'enjeu fondamental d'une chemise bien repassée, va maintenant s'habiller. Un mauvais moment en perspective car Cyril a des idées très arrêtées. Voilà. Ça habille bien le pied, moi j'ai horreur des chaussures découvertes. Je trouve que... Cyril, si je mets ça avec des grandes bottes qui arrivent jusqu'ici, qui sont un peu plates, il va pas aimer, il va préférer que je mette avec des talons, mais une chaussure fine, escarpin. Je peux pas. Bonne putasse. Bah oui. Ah non. C'est un peu chienne. Et puis tu nous mets des... Hein? Tu rembourses un petit peu quand même. Sur les conseils de son chéri, Audrey adoptera une tenue blanche, transparente et sexy. Et c'est reparti pour un tour, Cyril et sa bande recommencent leur mondanité. Chemise ouverte et brushing impeccable, notre dandy fera le beau jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais à présent revenir sur l'histoire de Cindy, cette jeune fille en rébellion face à l'autorité de sa mère. Regardez. Dégage, là, faut que je fasse un malheur, dégage! Ouais, il faut que je gère tout, il faut que je gère le travail, il faut que je gère le loyer, il faut que je gère l'électricité. J'ai pas envie de l'écouter. Et j'ai envie d'être indépendante. Eh, commence pas dès le matin! Sors de la chambre! Et tous les matins, c'est la même chose.
Tu t'en vas où là? C'est bon, j'ai pas besoin de toi, d'accord? Mais dis-moi que tu veux Je aller vais chez où? mon copain, casse-toi maintenant. Tu vas chez ton Casse-toi. copain? Et le collège demain matin? J'en ai rien à foutre du collège, casse-toi. À l'adolescence, on a coutume de dire qu'il existe entre parents et enfants un conflit de génération. Cindy a 15 ans, sa mère 51, alors forcément, on ne se comprend pas toujours et cela peut créer des tensions et des rivalités. Cindy remet en cause tout ce que fait sa mère. Pourtant, Danielle fait des efforts considérables pour plaire à sa fille. Elle essaie de créer des liens, de la complicité, mais rien n'y fait. Un an après notre reportage, Sabrina Bellawel et Laurent Lépine ont retrouvé Cindy et sa maman. T'emmerdes les voisins, t'emmerdes Trésor, t'emmerdes moi. Voilà. Alors c'est bon. Donc parce que t'as 15 ans maintenant, t'as tous les droits. Tu sais quoi? Dégage. Dégage de ma chambre. Dégage. Je t'ai déjà dit de rentrer. Dégage avant que je fasse un malheur. Dégage avant que je fasse un malheur. Dégage. Tu fais pas de malheur avec moi. Moi, il faut que je gère tout. Il faut que je gère le travail. Il faut que je gère le loyer. Il faut que je gère l'électricité. Il faut que je gère le téléphone. Il faut que je gère pour te faire manger. Il faut que je gère pour te faire t'habiller. T'es bien contente que je te donne de l'argent pour t'habiller à la mode? C'est l'histoire somme toute banale d'une jeune fille en pleine crise d'adolescence en conflit avec sa mère. Vendredi matin, 7h15, banlieue nord de Paris, Danielle s'apprête à réveiller sa fille Cindy, 15 ans. Comme tous les jours, la tâche est extrêmement difficile puisque Cindy refuse l'autorité de sa mère. Permets ça? Tu permets ou pas? Arrête de gueuler du matin comme ça. Elle a un lit, mais elle dort sur un matelas. Ça, c'est une habitude qu'elle a pris, mademoiselle. Ouh. Quoi? Regarde-moi. Tu vas pas te rendormir? Quoi? Tu vas pas te rendormir? Mais non. Bah, tu pouvais te laver les dents maintenant, ce serait bien. Et tu vas pas commencer à me saouler avec mes dents, hein. Ouais, mais tu fais jamais tes dents avant, tu fais toujours ta douche avant. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, mais après, tu oublies de faire les dents. Eh, commence pas dès le matin. Sors de la chambre. Ok, ciao. À ce soir? Je sens que je vais faire un malheur là si tu restes ici. Bon, d'accord, je ferme. À 7h30, tu prends ta douche. Oublie pas tes dents, hein. Et tous les matins, c'est la même chose. D'habitude, j'ai pas le droit de lui dire bonjour, faut que je la laisse tranquille. Et j'ai pas intérêt à me mêler de son intimité parce que sinon, je me fais envoyer balader, quoi. Faut pas que je mette mon grain de sel dans ses affaires, quoi. 8h, Cindy est enfin levée. Elle finit de se préparer, direction le collège en compagnie de son amie Audrey. Cindy ne cache pas les relations tendues qu'elle a avec sa mère. C'est même l'un des sujets de conversation qui revient le plus souvent. C'est très bien le matin, il faut pas qu'elle vienne me voir, tu vois. Je suis tranquille, pépère. C'est après, dès que je me lève, il faut qu'elle vienne me voir. Elle vient et tout comme ça, au réveil. Elle me fait « Oh, je peux te faire un bisou. T'oublies pas de te laver les dents. » Genre, je suis une gamine de 5 ans, quoi. Elle a oublié que j'avais 15 ans, tu vois. Enfin bon, bref. Et je commence à m'énerver, je fais vas-y, sors de ma chambre. Je fais commence pas, hein. Hier, c'était encore pire. Hier, elle vient dans ma chambre comme ça, elle me pose plein de questions et tout. Je fais, hey, tu sais quoi, je regarde la télé, ne me saoule pas. Les rapports tumultueux entre Cindy et sa mère influent sur ses résultats scolaires. En effet, à 15 ans, Cindy n'est qu'en 4e. Je reviens pas, lui. Depuis qu'elle s'est séparée du père de Cindy, Danielle élève seule sa fille, non sans mal. À 51 ans, Danielle est complètement dépassée par la crise d'adolescence de Cindy. Entre la mère et la fille, c'est le conflit des générations. Qu'un garçon doit savoir, les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois. L'un des sujets de dispute les plus fréquents, la musique. Dans sa chambre, Cindy écoute du Claude François, un peu revisité. Tandis que dans le salon, sa mère est restée plus traditionnelle. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seule la nuit. Mais quand mon souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Son chanteur préféré en ce moment, je crois que c'est Boom Boom Bag, quelque chose comme ça. C'est la messagerie qu'elle laisse en général sur son répondeur. Et vous connaissez? Pas du tout, mais j'entends comme ça. J'entends plutôt plus du boom boom que les paroles. C'est assez casse-pied, mais bon, il faut gérer et puis il faut s'adapter à la situation de nos enfants surtout. Chacun sa génération, hein. Moi, je n'impose pas ma génération, mais elle m'impose la sienne par contre. Alors, c'est à moi de m'adapter, quoi.
Samedi matin, pour une fois, Cindy est chez elle pendant que Daniel fait le ménage. Cindy l'observe, mais pas question pour la jeune fille d'aider sa mère, c'est trop contraignant. Tu l'aides pas dans les tâches ménagères? Ah non. Le tablier là, j'arrive pas à l'attacher. Tu peux pas me l'attacher derrière là, parce qu'il y a le lien qui est cassé. Oh oui, je t'en demande trop. Je te demande la charité, bien sûr. Cindy, va me ranger ta chambre, s'il te plaît, un tout petit peu. Ouais, vas-y, j'ai pas le temps. En plus, à 1h. Mais non, je peux pas à 1h. Après, je m'en vais, moi. Moi, je te bousille toute la chambre dans ces cas-là. Je te fais comme la dernière fois. Je vide tous les placards, tout le bureau. Et après, comme ça, tu ramasses tout. Après, comme ça, tu passes l'aspirateur. C'est le seul moyen que tu fasses ta chambre. Chiche. Et si sa mère insiste un peu trop, comme toujours, Cindy brandit la menace de la fugue. Vas-y, sauve-toi. La porte, elle est ouverte, là. Il y a la clé dessus. Tu dis tout le temps ça, mais après, tu m'appelles 2 secondes après. Oh, m'a dit, rentre à la maison. Oui, mais l'autre jour, t'avais pas de chaussures. Je te signale que t'es bien rentré chez la voisine au-dessus parce que t'avais pas de chaussures. Oui, parce que tu restais planté ici parce que t'avais pas de chaussures, tu savais pas où aller. Mais tu fais pitié, moi. Et moi, j'ai téléphoné chez Audrey, j'ai téléphoné chez Sophie pour qu'ils ouvrent pas la porte. Ah, mais j'ai pas que Audrey et Sophie quand même. Oui, bien sûr. J'ai aussi des copains, tu sais. Il y a le copain, je le sais. Je le sais, il y a le copain. Mais alors, prends pas la tête. Bon, mais il t'aurait reçu pieds nus. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ou alors, il serait venu te chercher en voiture, ça serait pas vu comme ça. Voilà. Bon, pousse-toi, Didou. Allez, va ranger un peu ta chambre. Non, je la range pas, j'écoute ma musique, je la range pas, je suis voilà, la musique, elle va encore m'emmerder. Pendant que sa mère finit le ménage seule, Cindy a d'autres priorités. Elle doit régler des problèmes beaucoup plus importants. L'une de ses amies ne choisit que des petits copains pas assez bien pour elle. Quand elle fréquente des gens qui sont pas bien, c'est moi qui l'engueule, c'est même moi qui va lui foutre des claques. C'est pas que le dessus de la télé qui... Quelques minutes plus tard, Daniel revient à la charge pour tenter de demander à Cindy de ranger sa chambre. Tu vois, parce que là, depuis le mois d'août, t'as pas fait les poussières. J'ai fait le calcul. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 7 mois que t'as pas fait les poussières. Ici, tu me déranges tout. Là, regarde les mégots. Et je croyais que tu fumais pas dans la chambre. J'ai pas fumé. Bah, pourquoi il y a des mégots de cigarettes? Oh, je te parle. Mais oui. Non, mais je te parle là. Hein, je rigole pas là. Sinon, tu sors pas cet après-midi. Ok? Oh, Cindy, t'es sourde? Oui, d'accord, j'ai compris. Bon. Tu peux me les faire maintenant, les poussières? Ça va s'il te plaît. Bah, alors, tu sors pas cet après-midi, désolé. Bah, tu fais les poussières, t'en as pas pour longtemps. C'est bon, je vais le faire, c'est bon. T'as la glace à nettoyer, regarde, là, les glaces de ton armoire et tout. Vas-y, Didou, fais-moi plaisir. Mais oui. Et tes chaussons sur le lit, en plus. Putain, jamais vu ça de ma vie. C'est bon, sors. Bon, bah, fais-moi tes poussières. Vas-y, sors de ma chambre. Si c'est pour faire ça, sors de ma chambre. Sors. Allez, fais-moi tes poussières. Sors de la chambre. Va chercher le chiffon. Cindy, va chercher le chiffon. Oui. Mais dépêche-toi. Là, sur le truc. C'est bon, vas-y, sors. Au bord, là. Là, tu passes. Là. Vas-y, sors. Pas oublier. Ouais, comment t'es saoulante. J'ai pas envie de l'écouter. J'ai envie d'être indépendante. Indépendante de mes actes, indépendante de mes faits et gestes, indépendante de mes sorties, indépendante de tout. De la manière dont je vis, de la manière dont je range ma chambre, de la manière où je mets mes posters. Elle veut pas comprendre qu'elle s'occupe de sa chambre, qu'elle s'occupe de sa salle à manger. Moi, je m'occupe de ma chambre. Ma chambre, c'est comme si c'était un studio pour moi. Il manque plus que le frigidaire, la machine à laver, c'est bon. Cindy n'a pas voulu ranger sa chambre, mais en revanche, elle a accepté cet après-midi d'accompagner sa mère faire les courses. C'est un événement. D'habitude, mère et fille font leurs achats chacune de leur côté pour éviter de se chamailler. J'aime pas faire les courses avec toi déjà, premièrement, parce qu'elle prend trop de temps. Il faut qu'elle regarde. Il faut au moins 2-3 heures pour faire des courses. Donc moi, j'ai pas que ça à faire, donc je préfère être encore avec mes copines. Et là, t'as fait un effort aujourd'hui alors? Ouais. On avait pris... Au début, tout se passe pour le mieux entre Cindy et Daniel. Finalement, c'est pas les mêmes que machin, mais bon. On prend quoi de... Tu te rappelles à chaque fois que Pépé m'a acheté des crevettes? Ah ouais, t'en veux les crevettes? Mais au bout de 3/4 d'heure, Cindy n'en peut plus. Elle veut rejoindre ses copines, elle s'énerve et s'en prend à sa mère. Viens, on va essayer de trouver une caisse moins... J'ai envie de la tarter, la tête de ma mère. Viens. Mais va doucement, putain! Est-ce que je vous ai parlé déjà à vous? Cindy est tellement virulente qu'une dame tente d'intervenir. Se calme, qu'elle ferme sa gueule, elle aussi. Qu'est-ce qu'on fait là? Quoi? On reste ici ou on se met ailleurs? Tu sais quoi? Tu vas pas me prendre la tête longtemps, je me mets là. On a l'impression que vous faites beaucoup pour votre fille, mais que votre fille, en fait, elle ne voit pas. Elle reconnaît pas. Elle reconnaît pas qu'elle est privilégiée, justement. Allez, on y va. C'est parti.
Tu bosses un peu? Bah, tu permets? Tu bosses? Non, c'est bon. Mais attends, mais... Non mais mets-le là. Putain, Mets-le là. mais comment tu saoules? Mais c'est abusé quoi. Vas-y, débrouille-toi toute seule. Tu me saoules là. J'avais trouvé une bonne technique et toi tu l'enlèves comme ça là. Ta technique elle est nulle. Ouais, bah toi t'es nul aussi. Regarde, avec toi t'auras toujours raison. Les corvées pour Cindy, c'est terminé. Sa mère l'a autorisée à sortir. Cindy retrouve ses amis, Dorian et Audrey, sur l'esplanade de la Défense. Entre filles, elle se livre à des réflexions sur la vie, pas toujours facile, d'adolescente, et sur les rapports conflictuels entre Cindy et sa mère. Ma mère, elle fait le rôle du père et de la mère. Ouais, Et ta mère, elle est gentille comme elle est gentille peut-être, mais t'as vu, elle est saoulante. Je dis pas non, elle raconte tout le temps un roman. Ouais. C'est aussi, tu la cherches un petit peu ta mère, franchement. Ouais, mais... Pas non, parce que oui, l'autre c'est fois, vrai, quand on était chez toi, on était en train de manger, je sais plus pourquoi tu t'es embrouillé avec elle, mais tu la cherches. Tu la cherches aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est parce qu'elles s'entendent pas. Sa mère, elle veut savoir des choses. Et Ouais, comme c'est sa vie privée, on me la fait pas. elle veut pas je sais forcément. comment. Ouais, mais je sais comment elle est Cindy. Je sais comment elle est. Hein. Et sur la façon dont Cindy parle à sa mère, qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu abusé des fois. Je parle comme ça à ma mère. Oh, moi je me prends 3 tapes dans la gueule. Hein. Alors ça c'est clair et net. Hein. De temps en temps, je me rends compte que je lui parle pas comme je devrais lui parler, mais il faut dire qu'elle me cherche. Donc, moi, quand elle me cherche, maintenant, elle me trouve. Hein. Et voilà. Ouais. Le soir, Danielle est seule chez elle. Cindy est allée dormir chez son petit ami. Elle rentrera demain matin. Si elle ne veut pas détériorer leur relation, Danielle sait qu'elle doit laisser de la liberté à sa fille. Vous la laissez sortir le soir, Je vous la la laissez laisse- découcher en fait. C'est-à-dire que le week-end, je la laisse libre parce que Cindy est une fille assez capricieuse. Elle veut la liberté, il n'y a rien à faire. Elle est déterminée à avoir la liberté. Donc, moi j'ai 51 ans, j'ai plus la force de lui courir après et puis il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte, il n'y a rien à faire. Dimanche midi, Danielle est très inquiète. Cindy devait rentrer ce matin à 10h, elle n'est toujours pas là. Elle tente de la joindre désespérément, mais Cindy a coupé son portable. De toute façon, elle ne va pas répondre. Tu me dis que t'arrives depuis 8h30 ce matin. 1 heure plus tard, Cindy répond enfin. Ce matin à 8h30, je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que t'arrivais à 10h. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu dormais, je n'en ai rien à foutre que tu dors, moi. C'est pas mon problème. Maintenant, t'es parti manger avec ton copain. Va à la gare, s'il te plaît, tout de suite, regardez s'il y a un train. Moi, je commence à devenir dingue là avec cette gamine. Et puis elle empire là. Depuis le mois d'août dernier, là, ça empire. C'est la catastrophe, ça. De 19h du soir, ça finit à 20h. 20h, c'est 21h. 21h, ça passe à 22. De 22, ça passe à 24. Et puis de 24, ça passe à la nuit entière. Comme ça, c'est pas compliqué. Maintenant, je suis plus une mère, je suis plus une grand-mère, je suis plus rien du tout. Je suis une femme isolée. Carrément. 4 heures plus tard, nous retrouvons Cindy. Elle s'apprête à rentrer chez elle. Tu étais où hier soir, Cindy? Chez mon copain. Ma mère était au courant. Par contre, ce matin, je devais rentrer à 10h, mais là, il est 3h30 et là, je vais rentrer chez moi. Là, en fait. Tu penses qu'elle va réagir comment en te voyant? Bah, ça va être tendu. Hein. Je pense qu'elle va un peu réagir mal. Mais elle aura raison quand même. Ah bon, Parce tu que penses... 5h30 de retard, quand même, c'est un peu trop. Tu penses que t'as exagéré là? Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, je vais lui expliquer, puis on verra bien ce qui se passera. Mais par contre, je prendrai tous les torts sur moi. Mais la bonne volonté de Cindy ne durera pas très longtemps. En effet, sa mère, pour la punir de son retard et de ne pas avoir fait sa chambre, a retourné toutes ses affaires. Voilà donc à quoi ressemble la chambre de Cindy après le passage de sa mère. C'est la première fois depuis que nous sommes là que Danielle réagit. Cindy ne le supporte pas, elle décide de faire sa valise et de partir. Tu t'en vas où, là? C'est bon, j'ai pas besoin de toi, d'accord? Mais dis-moi que tu veux Je aller vais chez où? mon copain, casse-toi maintenant. Tu vas chez ton Casse-toi. copain? Et le collège demain matin? J'en ai rien à foutre du collège, casse-toi. Je te l'avais dit, Cindy. Tu m'avais promis que tu ferais les poussières aujourd'hui. T'as vu l'heure? Eh ben, je suis rentrée, non? Non, mais attends, de 10h du matin, quelle heure il est là? Il est 15h45. J'en ai rien à foutre. Et là, tu vas partir par le balcon, là? T'inquiète pas pour moi. J'ai fermé à clé, je te signale. Ah, peut-être, tu vas voir. C'est la première fois que tu prépares tes vêtements. Parce que t'as un copain, maintenant, tu crois qu'il va te garder définitivement? T'inquiète pas pour moi. Hein?
C'est ça que tu veux? Demain, tu vas au collège, tu vas dormir comment ce soir? Non, mais t'inquiète pas, pour moi, j'irai pas au collège déjà, premièrement. Ah bon? Donc ça veut dire que demain, quand je suis au travail, je te retrouve pas à la maison? Voilà, tu me retrouves pas. Ben, je vais pas travailler, c'est mieux demain pour moi. Je travaille pas, mais je m'en fous. Hein, mais moi, tu m'empêches de vivre. Non, Cindy, tu n'as que 15 ans. Je n'ai que 15 ans. Mais tu sors pas toute la nuit. Hier, t'as dormi toute la nuit chez Tu m'as autorisé, non? Je t'ai autorisé quand tu m'as dit. C'est toi qui me l'as dit, c'est pas moi qui te l'ai dit. Tu m'as dit, maman, demain matin, je te promets, je suis là à 8h. Oui ou merde? Je t'ai pas dit 8h. Non, allez, 10h. 10h, tu m'as dit oui ou non? Réponds. Quoi, oui ou non? Tu me l'as dit à 10h, oui ou non? Mais il y a eu des empêchements. Quel empêchement? Ça te regarde pas. Tu me l'avais promis. Donc, promesse morale, trahison pour moi. Bien sûr. Bah, t'auras plus de trahison puisque tu seras toute seule. Plusieurs fois, je lui ai dit que j'allais m'en aller, je l'ai jamais fait. Bah là, je crois que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est fini. C'est trop tard. Tu t'en vas pas, ma chérie. C'est trop tard. Tu t'en vas pas. C'est trop tard. Tu ne t'en vas pas. J'ai dit c'est trop tard. Tu ne t'en vas pas. J'ai dit c'est trop tard. J'appelle ton frère. Je m'en fous, t'appelles Fredo, j'en ai rien à foutre, c'est trop tard. J'appelle Fredo. Danielle est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire pour contrôler sa fille. Son dernier recours, appeler le grand frère de Cindy pour essayer de la raisonner. Remets-la en place, s'il te plaît. T'as compris? Il n'y a que toi qui peux la remettre en place. Frédéric, son grand frère, la convainc de ne pas s'enfuir. Il lui suggère d'aller prendre l'air 2 ou 3 heures et de revenir une fois qu'elle sera calmée. Ouais, bah tu me fais confiance. Je t'ai jamais menti pour l'instant. Tu rentres à 7h? Mais oui! Tu me le promets? Oui, je rentre à la maison à 7h, oui, je sors la poubelle en même temps. Bah, tu vas dans le centre-ville? Vas-y, profite-en. Tu vas dans le centre-ville? Non, je vais à la Défense. Je promets que ce soir, à 19h30, t'es là, ma chérie. Oui! Vas-y, je suis pas d'humeur là, vas-y. Allez, à tout à l'heure. 10 minutes plus tard, mère et fille se sont calmés. Il est 19h, Cindy a tenu parole, elle rentre chez elle. La tension est redescendue, mais Cindy en veut toujours à sa mère. Je peux plus la supporter, mais plus du tout. Et voilà quoi. Donc, moi c'est clair et net, il y a encore un seul faux pas, c'est ma valise est prête, donc je m'en vais. Et ça, définitivement quoi. Et elle pourra pas m'en empêcher. Ni mon frère, ce coup-ci. C'est clair et net. Pendant un certain moment, je vais pas pouvoir lui pardonner à ma mère. Ça, c'est clair et net. Là, ce soir, elle n'a pas intérêt à essayer de me parler. Hein, parce que je vais l'envoyer balader. Ça, c'est clair et net et précis. Donc voilà. Ce soir, Cindy a donc décidé de s'isoler dans sa chambre pour ne pas avoir à parler à sa mère. Et en nocturne, le jeudi jusqu'à 22h. Une semaine plus tard, nous retrouvons Cindy. Les rapports avec sa mère ne se sont pas améliorés, alors son grand frère, Frédéric, a décidé d'intervenir pour tenter de raisonner sa petite sœur. Écoute-la un peu, pour les choses les plus importantes, tu vois, dans l'éducation, dans ce qu'elle te dit, dans ce qui va être vachement important. Mais prends du recul, toi. Apprends maintenant à prendre du recul par rapport aux choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Montre-lui que tu es capable de faire les choses. Et à ce moment-là, communique avec elle en lui disant ce que tu fais. Pas tout. Tu gardes des trucs pour toi, de ce que tu fais quand tu vas voir ton copain, quand tu vas voir... Préviens-la simplement, je vais voir mon copain, voilà, je passe tel et tel jour chez lui, je reviens à telle heure et je reviens. Bon, ça c'est vachement important, tu vois. De temps en temps, je gueule pas, mais de temps en temps, je lui fais du rentre dedans. C'est-à-dire que quand tu vois que ça monte, en toi, quand tu vois que ça monte, dis rien. Fais juste le truc. Quand je vois que ça monte, je vais dans ma chambre et j'écoute de la Tu lui musique. tapes sur l'épaule, tu dis écoute, voilà, j'ai fait mon truc. Je vais soit dans ma chambre, soit je vais voir une copine, je me tire, je vais faire un tour, machin, tatata. Mais tu lui dis calmement. Tu fous rien en l'air, tu gueules pas, tu fais rien. Le jour même, Cindy veut mettre en application les conseils de son frère. Pour une fois, elle prend le temps d'écouter sa mère qui lui demande de respecter certaines règles de conduite. Il faut absolument qu'elle me dise où elle se trouve, à quelle heure elle va rentrer, que le jour où elle a collège, qu'il faut qu'elle rentre à 19h le soir. Quand je vois qu'à 19h elle n'est pas là, je tente de la joindre sur son portable, mais elles ont beaucoup de vices, toutes les trois. C'est qu'elles éteignent leur portable pour pas qu'on essaye de les joindre. Toi, Cindy, qu'est-ce que tu penses justement du fait de dialoguer avec ta mère? Mais en même temps, c'est bien. Mais en même temps, enfin, moi j'aime bien, mais en même temps, je me dis de temps en temps, elle veut dialoguer avec moi comme moi je veux pas dialoguer. Donc en même temps, c'est saoulant. Parce qu'elle, quand elle dialogue avec moi, c'est un roman, donc je m'endors. Puis un moment, je m'endors. Hein. Parce qu'elle, quand elle parle, c'est même pas... oui, donc voilà, tu rentres à telle heure, nanana. Ouais, Olivier, et alors, elle, directement, elle, c'est... En fait, tu rentres à telle heure parce que tu sais, tu peux te faire agresser, nanana. Mais c'est carrément un roman. Au lieu de me dire, tu rentres à cette heure-ci, j'aurais compris. Elle me raconte carrément un roman, mais c'est abusé, quoi.
Le soir, Cindy et sa petite famille se rendent au restaurant. Grâce à Frédéric, les relations entre Cindy et sa mère se sont apaisées. La jeune fille commence même à sourire. François, est-ce que ton cœur a envie de me voir? T'as bien mangé, Mamounette? Ah, Mamounette, elle a bien mangé sa petite glace, là, tu vois. Tu l'aimes, ta Mamounette? Mais oui. Ah, bon. Bon, vas-y, lève-toi, je vais te faire un bisou. Ah. Non, c'est toi qui se lève. Elle est sous moi, en plus. Ma nénette. Je t'aime. Bah voilà. Grâce à Frédéric, le grand frère, une première étape semble avoir été franchie par Cindy, qui commence à pouvoir dialoguer avec Daniel. Malgré son agressivité, une chose est sûre, l'amour qui la lie à sa mère. La personne que t'aimes le plus au monde, c'est qui? Ma mère. Ouais. Parce qu'elle m'a élevée, elle me supporte, elle me donne des conseils, elle sait m'écouter, elle me laisse la liberté. Donc ouais, c'est ma mère. Et puis c'est elle, quand j'ai des soucis, qui vient me voir. Quand je suis dans ma chambre, des trucs comme ça, qui essaie de me parler, qui essaie de me donner des conseils vis-à-vis de mon copain et tout. Donc moi, je dirais ma mère. Bonjour, mademoiselle. Un an plus tard, nous retrouvons Cindy et Daniel. Il est 9h du matin, Cindy entend la voix de sa mère et elle se lève aussitôt. Ça va? Ouais. La grasse mat. Fini l'époque du matelas par terre, de la chambre en désordre et des menaces pour la faire sortir de son lit. La jeune fille semble avoir changé d'attitude. La crise d'adolescence cette année s'estompe. Petit à petit, la vie la change. C'est pas moi qui la change, c'est plutôt la vie. À 16 ans, Cindy a trouvé une formation adaptée à ses besoins. Elle est dans un collège en alternance, une semaine de cours pour une semaine de travail en entreprise. Ce rythme lui convient parfaitement. Motivée par sa nouvelle vie, Cindy se sent mieux dans sa peau. Cette évolution se ressent dans ses relations avec sa mère. À tout à l'heure, moi je rentre directement à la maison. D'accord. C'est bon? Ok. Cette semaine, Cindy est en stage dans un restaurant. Elle doit se soumettre aux règles de l'apprentissage. C'est la rigueur et l'exigence du monde du travail qui lui ont permis de s'assagir. Ça m'a appris la discipline, ouais. Parce que j'avoue qu'il y a un an, il m'en manquait. Donc ça m'a appris la discipline et ça m'a appris à aussi à contrôler mes nerfs. Parce qu'avant, j'arrivais pas à contrôler mes nerfs. Pour la première fois depuis longtemps, Cindy obéit aux ordres d'un adulte. La jeune fille sait maintenant ce que travailler signifie. Riche de cette expérience, elle se sent plus proche aujourd'hui de sa mère. Le fait de travailler, ça me permet de mieux comprendre ma mère parce que quand elle rentrait du travail, elle était très fatiguée et moi de l'embêter comme ça et de mal lui parler, ça pouvait la gêner elle aussi parce qu'elle était tellement crevée d'avoir travaillé la journée que je la comprends maintenant. Qu'elle soit épuisée et qu'elle en pouvait plus de moi, quoi. Donc ouais, ça m'a appris ça aussi. Les bonnes résolutions de Cindy ne s'arrêtent pas au seuil de sa porte. À peine rentrée chez elle, la jeune femme ne chôme pas. 2 fois par semaine, elle nettoie le salon pour soulager sa mère. C'est en se voyant à la télé que Cindy a eu un déclic. Elle n'avait jusqu'alors jamais réalisé qu'elle dépassait les limites avec Daniel. Bah oui, ça m'a fait un choc quand je me suis revue dans le reportage. Comment je parlais à ma mère, je m'imaginais pas comme ça. Donc franchement, ça m'a fait un choc. Franchement, ça m'a marqué. En plus, j'avais des amis qui m'ont dit « Non mais attends, t'as vu comment tu parles à ta mère, c'est pas bien, c'est elle qui t'élève, qui te supporte et tout. Elle m'a fait « C'est pas bien et tout ». Je fais « Ouais, j'avoue ». Et j'ai eu beaucoup de réflexions aussi dans la rue, donc voilà quoi. Donc ça m'a fait aussi, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait un petit déclic. Donc après, je me suis dit qu'il fallait que je me calme avec ma mère. Il est 17h, Daniel rentre chez elle. En fait, t'as fait le ménage? Oh, t'es mignonne, oh. Tu m'aurais même pas fait ça il y a un an. Ouais, alors,
T'as bien changé, hein. T'as bien grandi, hein. Vous sentez qu'elle a changé, Daniel? Ah ouais, je trouve qu'elle a vachement changé, hein. Elle a vraiment, elle a fait des efforts. L'autre jour, elle a fait sa chambre. Vraiment, elle a fait beaucoup d'efforts, hein. Puis depuis qu'elle est en stage, là, depuis qu'elle est dans ce collège, là, vraiment, c'est nickel, hein. Nickel. Hein. Avant, j'étais très pressée de partir parce que j'en avais marre de toute cette dispute, qu'on ne s'entendait pas, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'avait pas le même langage. Et maintenant qu'on arrive à mieux se comprendre, eh ben, c'est bon, je suis plus pressée de partir. Elle est devenue très sage et elle rentre de bonne heure à la maison. Hier soir à 21h, elle était là. Je suis très contente, fière d'elle, très fière d'elle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer à notre émission en appelant le 01 55 26 69 96. Nous attendons vos témoignages. Vous êtes en couple, vous vous aimez, mais vous trouvez que votre conjoint a mauvais caractère, qu'il est toujours de mauvaise foi. Cela a le don de vous agacer. Appelez-nous. Votre conjoint vous délaisse pour sa passion, ses hobbies, comme le sport, les voitures ou encore les sorties avec les copains. Vous en avez assez, mais il ne veut rien savoir. Contactez-nous. Vous vivez une situation particulière avec vos parents ou vos enfants, relation fusionnelle, mère possessive, voire étouffante. Vous le vivez bien ou vous en avez assez, là aussi, contactez-nous. Et enfin, vous rencontrez des problèmes avec votre enfant, caractère difficile, trouble du comportement, il est toujours en opposition avec vous, vous ne savez plus comment faire, appelez-nous au 01 55 26 69 96 ou par email émission Confessions Intimes sur le site de tf1.fr. Confessions Intimes est à présent terminée. Merci à tous nos intervenants pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Cette émission a été préparée par Lionel Delfini et réalisée par Jean-Jacques Amselem. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir.